Votre cœur s'emballe. Votre esprit est envahi par des scénarios catastrophes. Vous avez la poitrine serrée. Et chaque pensée semble se transformer en une nouvelle vague d'inquiétude. Cela vous parle? Si vous vous êtes déjà senti prisonnier de vos propres pensées anxieuses, incapable de trouver la paix même dans les moments de calme, alors ce que vous allez découvrir va tout changer. La plupart des gens pensent que l'anxiété est quelque chose qui leur arrive, quelque chose sur lequel ils n'ont aucun contrôle. Ils essaient des exercices de respiration qui ne fonctionnent presque pas, la pensée positive qui leur paraît illusoire, ou des distractions qui n'apportent qu'un soulagement temporaire. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas, l'anxiété n'est pas votre ennemi. C'est un signal. Et une fois que vous aurez appris à décoder ce signal et à travailler avec votre esprit au lieu de le combattre, vous ferez une découverte profonde. Vous avez plus de pouvoir sur votre état mental que vous ne l'imaginez. Aujourd'hui, nous allons explorer non seulement comment calmer votre esprit anxieux, mais aussi comment transformer fondamentalement votre relation avec l'anxiété elle-même. Il ne s'agit pas de solutions temporaires ni de techniques superficielles. Il s'agit de maîtriser son monde intérieur, de comprendre les schémas profonds qui créent l'anxiété et de construire un sentiment inébranlable de calme intérieur durable. Chapitre 1. Comprendre l'esprit anxieux. Avant de pouvoir apaiser l'anxiété, il est essentiel de comprendre sa véritable nature. L'anxiété n'est pas simplement de la nervosité ou de l'inquiétude. C'est le système d'alarme ancestral de votre cerveau, conçu pour vous protéger du danger. Mais dans notre monde moderne, ce système devient souvent hyperactif, déclenchant des signaux d'alarme pour des situations qui ne menacent pas réellement votre survie. Imaginez votre esprit anxieux comme un détecteur de fumée devenu trop sensible. Il se déclenche constamment, même en l'absence de véritable incendie. Le problème n'est pas que le détecteur soit défectueux, mais qu'il ait besoin d'être recalibré. Votre anxiété n'est ni un défaut de caractère ni une faiblesse. C'est en réalité le signe que votre esprit tente de vous protéger, mais avec des schémas de pensée obsolètes. L'esprit anxieux fonctionne selon ce que les psychologues appellent le biais de négativité. Cela signifie que votre cerveau est naturellement programmé pour se concentrer sur les menaces, les problèmes et les dangers potentiels. D'un point de vue évolutionniste, cela était parfaitement logique. Les humains qui ont survécu étaient ceux qui scrutaient constamment les alentours à la recherche de prédateurs, se préparaient aux famines et aux pires. Mais dans le monde d'aujourd'hui, ce même mécanisme peut transformer des situations quotidiennes en scénarios catastrophiques. Lorsque l'anxiété s'installe, le cerveau entre dans ce qu'on appelle la réaction de sidération. L'amygdale, le centre d'alarme du cerveau, prend le contrôle de la pensée rationnelle. Le sang se détourne du cortex préfrontal, la partie responsable de la pensée logique et de la prise de décision, et inonde les centres émotionnels du cerveau. C'est pourquoi les pensées anxieuses semblent souvent si envahissantes et pourquoi la logique semble disparaître quand on en a le plus besoin. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent, ce processus n'est ni permanent ni incontrôlable. Le cerveau possède une capacité appelée neuroplasticité, ce qui signifie qu'il peut se remodeler grâce à la pratique consciente et à la pleine conscience. Chaque fois que vous parvenez à calmer votre anxiété, vous créez littéralement de nouvelles connexions neuronales qui facilitent l'accès à des états de calme ultérieurs. La première étape pour maîtriser son anxiété est d'arrêter de la combattre. La résistance ne fait qu'accroître la tension. Au lieu de tenter de repousser les pensées anxieuses, il faut développer une relation différente avec elles. Imaginez l'anxiété comme des turbulences dans un avion. Ces turbulences ne sont pas dangereuses pour l'appareil, et lutter contre elles ne fait qu'aggraver le voyage. Mais si vous apprenez à rester calme malgré les turbulences, vous préservez votre force et votre lucidité. Votre esprit anxieux se nourrit également d'incertitudes. Il veut savoir ce qui va se passer, quand cela va se produire, et comment contrôler chaque issue. Or, la vie est par nature incertaine. Et tenter de contrôler ce qui est hors de votre contrôle, c'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Plus vous serez fort, plus elle vous échappera. Apprendre à trouver la paix intérieure face à l'incertitude est l'une des compétences les plus précieuses que vous puissiez développer.
La plupart des gens font l'erreur de vouloir éliminer complètement l'anxiété. Mais l'anxiété, comme toutes les émotions, véhicule des informations. Parfois, elle vous alerte sur des problèmes réels qui requièrent votre attention. D'autres fois, il s'agit simplement de vieux schémas de pensée qui tournent en arrière-plan. L'essentiel est d'apprendre à distinguer l'anxiété utile, qui cherche à vous aider, de l'anxiété destructrice, qui vous freine. Chapitre 2. Les causes profondes du mal-être mental. Pour apaiser véritablement votre esprit anxieux, il est essentiel de comprendre ce qui l'alimente. L'anxiété n'est pas un phénomène isolé. Elle résulte souvent de schémas plus profonds, de problèmes non résolus et de modes de pensée devenus automatiques. La plupart des gens traitent les symptômes de l'anxiété sans s'attaquer aux causes profondes, ce qui explique pourquoi leur soulagement n'est que temporaire. L'une des principales causes de l'anxiété est le perfectionnisme. Si vous vous imposez constamment des exigences impossibles à atteindre, si vous craignez sans cesse de faire des erreurs ou de décevoir les autres, vous créez un terrain fertile pour l'anxiété. Le perfectionnisme repose sur l'illusion de pouvoir contrôler les résultats par l'effort et l'inquiétude. Or, cela engendre un état de tension permanente, car la perfection est impossible et le contrôle, en grande partie, une illusion. La pensée perfectionniste se manifeste souvent ainsi: si je travaille suffisamment, si je planifie suffisamment bien, si je m'inquiète suffisamment de toutes les éventualités, alors rien ne se passera mal. Mais cet état d'esprit ne fait qu'accroître l'anxiété, car il vous plonge dans un état d'hypervigilance constant, vous obligeant à scruter sans cesse le moindre problème ou la moindre erreur. L'esprit perfectionniste ne vous laisse jamais de répit, car il y a toujours quelque chose à améliorer, à corriger ou qui puisse vous inquiéter. Une autre cause majeure est le besoin de certitude et de contrôle. Votre esprit anxieux recherche des garanties. Il veut savoir que tout ira bien, que vous serez en sécurité, que les autres vous prouveront, que votre avenir est assuré. Mais la vie n'offre aucune garantie. Et plus vous essayez de contrôler l'incontrôlable, plus vous devenez anxieux. Cela crée un cercle vicieux, l'incertitude engendre l'anxiété, qui vous pousse à rechercher davantage de contrôle, ce qui, lorsque le contrôle s'avère impossible, alimente encore plus l'anxiété. Nombreux sont ceux qui ignorent que leur anxiété trouve souvent son origine dans des expériences passées non résolues. Votre système nerveux a une mémoire. Et si vous avez vécu un traumatisme, un rejet, un échec ou un stress intense par le passé, votre esprit peut être bloqué en mode de protection, s'attendant toujours à un danger, même lorsque vous êtes en sécurité. C'est pourquoi certaines personnes ressentent de l'anxiété même dans les bons moments de leur vie. Leur système nerveux fonctionne sur la base d'informations obsolètes qui ne correspondent plus à leur réalité actuelle. Les histoires que vous vous racontez sur la vie créée entretiennent l'anxiété. Si vous croyez que le monde est dangereux, que l'on ne peut faire confiance à personne, que vous n'êtes pas à la hauteur ou qu'une catastrophe est toujours imminente, votre esprit sera constamment en état d'alerte. Ces croyances limitantes agissent comme des programmes en arrière-plan dans votre esprit, influençant chacune de vos pensées et réactions. Le conditionnement social joue également un rôle majeur dans l'anxiété. Nous vivons dans une culture qui tire profit de vos inquiétudes. Les médias, les réseaux sociaux et la publicité prospèrent en vous maintenant dans un état de peur et d'insatisfaction. Vous êtes constamment bombardé de messages concernant des menaces, des problèmes et des sujets de préoccupation. Avec le temps, cette anxiété extérieure s'intériorise et vous commencez à générer de l'inquiétude et de la peur, même en l'absence de déclencheur extérieur. Une autre cause souvent négligée est la déconnexion avec votre corps et vos rythmes naturels. Lorsque vous êtes constamment dans votre tête, à trop réfléchir et à analyser, vous perdez le contact avec la sagesse et le calme naturel de votre corps. Votre corps possède sa propre intelligence et sa propre façon de gérer le stress et les émotions. Mais si vous cherchez constamment à tout résoudre par la pensée, vous passez à côté de la guérison et de la paix intérieure que procure une reconnexion avec votre corps. Le mode de vie contribue également de manière significative à l'anxiété, un sommeil de mauvaise qualité, une consommation excessive de caféine, le manque d'activité physique, une alimentation inadéquate et le stress chronique créent un environnement physiologique propice à l'anxiété.
Votre état mental est indissociable de votre état physique. Lorsque votre corps est déséquilibré, votre esprit l'est aussi. C'est pourquoi la prise en charge de l'anxiété nécessite une approche holistique qui inclut le soin de votre santé physique. La peur de l'anxiété elle-même devient souvent le principal obstacle. Après une crise de panique ou une période d'anxiété intense, vous pouvez développer ce que l'on appelle une anxiété anticipatoire, l'anxiété à l'idée d'avoir de l'anxiété. Vous devenez hypervigilant à vos sensations internes, surveillant constamment vos pensées et vos sentiments à la recherche de signes d'anxiété. Cette hypervigilance ne fait qu'amplifier l'anxiété, car vous y portez une attention excessive. Chapitre 3. La physiologie du calme. Votre corps et votre esprit ne sont pas des entités séparées. Ils sont intimement liés et communiquent constamment grâce à un réseau complexe de nerfs, d'hormones et de signaux biochimiques. Comprendre ce lien corps-esprit est essentiel pour maîtriser l'anxiété, car il est impossible d'atteindre un calme mental durable sans prendre en compte les aspects physiologiques du stress et de l'anxiété. Lorsque vous êtes anxieux, votre corps est en état d'excitation physiologique. Votre rythme cardiaque s'accélère, votre respiration devient superficielle, vos muscles se contractent, les hormones du stress inondent votre organisme et votre digestion ralentit. Votre corps se prépare ainsi à l'action, prêt à combattre, fuir ou se figer face à un danger perçu. Mais lorsque cette réaction est déclenchée de manière répétée par des situations non menaçantes, elle devient épuisante et néfaste pour votre santé globale. La bonne nouvelle, c'est que votre corps possède également des mécanismes naturels pour retrouver le calme. Votre système nerveux parasympathique, souvent appelé système de repos et de digestion, est conçu pour vous ramener à un état de relaxation et de récupération. L'essentiel est d'apprendre à activer ce système intentionnellement plutôt que d'attendre qu'il se déclenche naturellement. L'un des moyens les plus efficaces d'influencer votre physiologie est la respiration consciente. La plupart des gens respirent d'une manière qui, sans s'en rendre compte, accroît leur anxiété. Une respiration superficielle et rapide, basée sur la poitrine, signale au cerveau un danger, ce qui alimente l'anxiété. En revanche, une respiration profonde et lente, par le diaphragme, active le système nerveux parasympathique et envoie des signaux de sécurité au cerveau. La technique de respiration 478 est particulièrement efficace pour calmer l'anxiété. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre respiration pendant 7 secondes. Puis expirez par la bouche en comptant jusqu'à 8. Ce rythme ralentit non seulement votre rythme cardiaque et abaisse votre tension artérielle, mais il offre également à votre esprit anxieux un point de concentration précis, interrompant ainsi le cycle des pensées angoissantes. Votre posture a également un impact direct sur votre état mental. Lorsque vous êtes anxieux, vous avez tendance à vous replier sur vous-même, épaules voûtées, poitrine serrée et colonne vertébrale affaissée. Cette posture fermée renforce les sentiments de vulnérabilité et d'impuissance. Mais lorsque vous adoptez consciemment une bonne posture, que vous vous tenez droit, que vous détendez vos épaules et que vous ouvrez votre cage thoracique, vous envoyez à votre cerveau des signaux de confiance et de sécurité. La température peut également être un outil puissant pour réguler votre système nerveux. L'exposition au froid, par exemple en vous aspergeant le visage d'eau froide ou en prenant une douche froide, active le nerf vague, un élément important du système nerveux parasympathique. À l'inverse, la chaleur, comme un bain chaud ou une bouillotte sur la poitrine, peut aussi apaiser profondément un système nerveux anxieux. La relaxation musculaire progressive est une technique qui exploite la tendance naturelle du corps à se contracter en cas d'anxiété. En contractant puis en relâchant consciemment différents groupes musculaires, vous apprenez à votre système nerveux à faire la différence entre tension et détente. Commencez par vos orteils et remontez jusqu'à votre tête, en contractant chaque groupe musculaire pendant 5 secondes, puis en relâchant et en observant le contraste entre tension et détente. Votre alimentation a un impact direct sur votre niveau d'anxiété. Les fluctuations de la glycémie peuvent déclencher des symptômes d'anxiété. Ainsi, manger des repas équilibrés, riches en protéines et éviter le sucre et la caféine en excès peut contribuer à maintenir une stabilité physiologique. Une carence en magnésium est également liée à une anxiété accrue,
et les aliments riches en magnésium, comme les légumes verts à feuilles, les noix et les graines, peuvent contribuer à apaiser le système nerveux. Le mouvement est un excellent remède contre l'anxiété. En cas d'anxiété, les hormones du stress, comme le cortisol et l'adrénaline, s'accumulent dans l'organisme. L'activité physique aide à métaboliser ces substances chimiques et libère des endorphines, hormones naturelles qui améliorent l'humeur. Inutile de faire de l'exercice intense, même une marche douce, des étirements ou de la danse peuvent aider à évacuer l'énergie nerveuse et à rétablir l'équilibre du corps. Le sommeil est essentiel à la réparation et à la régénération du système nerveux. Un sommeil de mauvaise qualité ou insuffisant vous rend beaucoup plus vulnérable à l'anxiété le lendemain. Il est donc important d'instaurer une routine apaisante avant le coucher. Maintenir une température fraîche et une obscurité dans votre chambre et éviter les écrans avant de vous coucher favorise un meilleur sommeil, ce qui, à son tour, contribue à une meilleure régulation émotionnelle. Comprendre les rythmes naturels de votre corps vous permettra également de vivre en harmonie avec votre physiologie. La plupart des gens connaissent des cycles d'énergie naturelle tout au long de la journée, et lutter contre ces cycles peut engendrer un stress inutile. Apprendre à programmer les tâches exigeantes pendant les périodes de forte énergie et à s'accorder des moments de repos pendant les périodes de faible énergie peut prévenir l'accumulation de stress qui conduit souvent à l'anxiété. Chapitre 4. Le pouvoir de la pleine conscience. L'une des prises de conscience les plus profondes concernant l'anxiété est qu'elle ne peut exister dans le moment présent. L'anxiété est toujours liée au futur ou au passé. On s'inquiète de ce qui pourrait arriver ou on rumine ce qui s'est déjà produit. Mais à cet instant précis, vous êtes en sécurité. C'est le fondement de la pleine conscience comme outil pour apaiser l'anxiété. Votre esprit anxieux est comme un voyageur temporel qui a oublié le chemin du retour. Il se projette constamment dans des scénarios futurs, dont la plupart ne se produiront jamais, ou rejoue des événements passés immuables. Mais votre vie se déroule uniquement maintenant, dans cet instant présent. Chaque instant passé à s'inquiéter du futur ou du passé est un instant volé au seul moment où vous avez réellement du pouvoir. La pleine conscience n'est pas une question de pensée positive ou de tentative de se convaincre que tout va bien. Il s'agit d'apprendre à ancrer son attention dans la réalité de ce qui se passe ici et maintenant, plutôt que dans les histoires que votre esprit crée sur ce qui pourrait arriver ou sur ce qui s'est passé. C'est une compétence qui se développe avec la pratique. J'aime apprendre à jouer d'un instrument ou à parler une nouvelle langue. La respiration est un ancrage puissant au moment présent, car elle se déroule toujours ici et maintenant. On ne peut pas respirer dans le passé ni dans le futur. On ne peut respirer qu'ici et maintenant. Lorsque vous sentez votre esprit s'emballer sous l'effet de pensées angoissantes, ramenez doucement votre attention à votre respiration. Sentez-les rentrer et sortir de vos narines. Observez le mouvement de votre poitrine et de votre ventre. Il ne s'agit pas de respirer d'une manière particulière. Il s'agit d'utiliser la respiration comme un point d'ancrage pour vous ramener de vos pensées vagabondes vers la réalité présente. Vos 5 sens sont aussi des portes d'entrée vers le moment présent. Lorsque l'anxiété commence à monter, connectez-vous consciemment à ce que vous pouvez voir, entendre, sentir, goûter et toucher en ce moment. Regardez autour de vous et remarquez vraiment les couleurs, les formes et les textures. Écoutez les sons qui vous entourent sans essayer de les modifier ni de les juger. Cette conscience sensorielle vous ramène immédiatement au présent, car vos sens ne peuvent percevoir que ce qui se passe maintenant. Le fait de nommer et de décrire les choses peut également aider à interrompre les schémas de pensée angoissants. Lorsque vous sentez l'anxiété monter, dites-vous simplement « Je remarque que j'ai des pensées anxieuses ». Ou encore « Je remarque que mon esprit vagabonde encore ». Cela crée une distance entre vous et l'anxiété. Vous n'êtes pas anxieux. Vous êtes la conscience qui remarque l'anxiété. Ce changement subtil peut être incroyablement puissant car il vous rappelle que vous n'êtes pas vos pensées. La méditation de pleine conscience est essentiellement un entraînement à la présence à l'instant présent. Vous n'avez pas besoin de rester assis sur un coussin pendant des heures ni d'atteindre un état de conscience particulier. La pleine conscience peut être pratiquée partout et à tout moment.
Il s'agit simplement de remarquer quand votre esprit s'est éloigné du présent et de le ramener doucement à lui. Chaque fois que vous faites cela, vous renforcez votre capacité à rester ancré dans la réalité plutôt que de vous perdre dans des scénarios mentaux. L'esprit anxieux aime se poser des questions hypothétiques. Et si ceci arrive? Et si cela tourne mal? Et si j'échoue? Mais la pleine conscience répond en se demandant ce qui se passe réellement en ce moment. Qu'est-ce que je sais être vrai en ce moment? Que puis-je percevoir avec mes sens en ce moment? Ce passage de l'inquiétude hypothétique à la réalité présente est profondément apaisant. La conscience corporelle est une autre forme puissante de pratique du moment présent. Votre corps est toujours présent. Il ne peut être nulle part ailleurs. Lorsque vous portez votre attention sur vos sensations physiques, le poids de votre corps sur votre chaise, la sensation de vos pieds sur le sol, la température de l'air sur votre peau, vous vous ancrez automatiquement dans le présent. Votre corps devient un point d'ancrage qui vous empêche de sombrer dans l'anxiété. La méditation en marchant associe le mouvement à la pleine conscience du moment présent. En marchant, concentrez-vous pleinement sur les sensations physiques de la marche. Sentez vos pieds toucher le sol. Remarquez comment votre poids se déplace d'un pied à l'autre. Observez le mouvement de vos jambes et de vos bras. Lorsque votre esprit commence à vagabonder vers des pensées angoissantes, ramenez doucement votre attention sur le simple fait de marcher. La pleine conscience du moment présent implique également d'accepter ce qui se passe réellement sans chercher immédiatement à le réparer, à le changer ou à y échapper. Cela ne signifie pas être passif ou résigné. Cela signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est avant de décider comment réagir. Bien souvent, l'anxiété est créée par la lutte contre ce qui se produit déjà. Lorsque vous parvenez à accepter le moment présent, même s'il est inconfortable, vous cessez de gaspiller votre énergie à résister et à la libérer pour des actions constructives. La pratique de la pleine conscience révèle une vérité profonde, la plupart de vos inquiétudes ne se produisent jamais. Et les événements qui surviennent sont rarement aussi catastrophiques que votre esprit anxieux l'avait prédit. En restant présent, vous voyez clair, réagissez de manière appropriée et préservez votre intelligence et votre sagesse naturelle. Vous réalisez alors que vous êtes bien plus capable de gérer les situations qui se présentent que votre esprit anxieux ne le croit. Chapitre 5. Reprogrammer les schémas de pensée anxieux. Vos pensées ne sont pas des faits, mais elles vous paraissent ainsi lorsque vous êtes anxieux. L'esprit anxieux a tendance à rendre les pires scénarios non seulement possibles, mais inévitables. Il transforme les petits problèmes en catastrophes. Il comble les situations incertaines par des prédictions angoissantes. Mais ces schémas de pensée ne sont pas ancrés dans votre cerveau. Ce sont des habitudes que l'on peut modifier par la prise de conscience et la pratique. Comprendre les distorsions cognitives est la première étape pour reprogrammer les schémas de pensée anxieux. Ce sont des mécanismes systématiques par lesquels votre esprit anxieux déforme la réalité pour confirmer ses peurs. La pensée dichotomique est un schéma courant où tout est soit parfait, soit catastrophique, sans nuance. La catastrophisation est un autre schéma où votre esprit envisage immédiatement le pire. La lecture de pensée consiste à supposer savoir ce que les autres pensent de vous, généralement de manière négative. La divination consiste à prédire l'avenir, toujours de façon négative. L'esprit anxieux est également sujet à ce que l'on appelle le biais de confirmation. Une fois que le cerveau a décrété qu'une chose est menaçante ou dangereuse, il recherche des preuves qui confirment cette croyance tout en ignorant celles qui la contredisent. C'est pourquoi les personnes anxieuses ont souvent l'impression que leurs peurs sont parfaitement logiques et justifiées. Leur esprit se concentre sélectivement sur les informations qui confirment leur anxiété, tout en filtrant celles qui pourraient les apaiser. L'une des techniques les plus efficaces pour modifier les schémas de pensée anxieux est la restructuration cognitive. Il s'agit d'apprendre à remettre en question ces pensées anxieuses plutôt que d'y croire automatiquement. Lorsqu'une pensée anxieuse vous traverse l'esprit, demandez-vous, cette pensée est-elle réellement vraie? Quels sont les éléments qui la soutiennent et ceux qui la contredisent?
Que dirais-je à un ami qui penserait de cette façon? Quel est le résultat le plus réaliste? Pas le pire des scénarios. L'objectif n'est pas de remplacer les pensées négatives par des pensées positives, car cela paraît souvent artificiel et inefficace à long terme. L'objectif est de remplacer les pensées irréalistes par des pensées réalistes. Au lieu de penser « je vais échouer et me ridiculiser », vous pourriez penser « je suis nerveux à propos de cette présentation, mais je suis préparé et je ferai de mon mieux ». Cela paraît plus authentique et est bien plus susceptible d'apaiser votre système nerveux. Les techniques d'arrêt de la pensée peuvent s'avérer utiles lorsque vous êtes pris dans des spirales de pensées anxieuses répétitives. Lorsque vous remarquez que votre esprit est assailli par les mêmes pensées inquiètes, vous pouvez vous dire mentalement « stop » ou imaginer un grand panneau rouge « stop ». Puis, redirigez immédiatement votre attention vers autre chose. Il ne s'agit pas de supprimer les pensées définitivement, mais d'interrompre les schémas mentaux improductifs afin de pouvoir choisir des pensées plus constructives. La pratique de la diffusion vous aide à percevoir les pensées comme des événements mentaux plutôt que comme des vérités absolues. Au lieu de penser « je vais tout gâcher », vous pouvez penser « j'ai la pensée que je vais tout gâcher ». Ce subtil changement de langage crée une distance entre vous et vos pensées, vous rappelant que les pensées ne sont qu'une activité mentale, et non nécessairement des représentations exactes de la réalité. Le recadrage est un autre outil puissant pour modifier les schémas de pensée. Il consiste à envisager les situations sous différents angles. Si vous êtes anxieux à l'idée de faire une présentation, au lieu de vous concentrer sur ce qui pourrait mal tourner, vous pouvez la considérer comme une occasion de partager des connaissances, de vous entraîner à parler en public ou d'échanger avec vos collègues. La situation reste la même, mais votre rapport à celle-ci change. L'esprit anxieux a souvent tendance à s'enliser dans des pensées de « devoir ». Vous devriez avoir plus d'expérience professionnelle. Vous devriez gagner plus d'argent. Vous devriez être en couple. Vous devriez mieux gérer le stress. Mais ces pensées de « devoir » créent une résistance à la réalité et imposent des standards impossibles à atteindre. Apprendre à remplacer le « devoir » par le « pouvoir » ou le « souhaiter » permet de réduire la pression intérieure qui alimente l'anxiété. Développer une perspective d'observateur est essentiel pour modifier ces schémas de pensée. Cela signifie apprendre à observer ses pensées sans s'y identifier complètement. Vous avez des pensées, mais vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes la conscience qui observe le va-et-vient des pensées. Lorsque vous parvenez à observer vos pensées anxieuses avec curiosité plutôt que d'y croire immédiatement, elles perdent une grande partie de leur emprise sur vous. Tenir un journal peut être un outil incroyablement puissant pour reprogrammer ces schémas de pensée. Noter ces pensées anxieuses révèle souvent à quel point elles sont irréalistes ou exagérées. Vous pouvez aussi utiliser la tenue d'un journal pour pratiquer la restructuration cognitive. Notez vos pensées angoissantes, puis remplacez-les par des alternatives plus réalistes. L'acte d'écrire sollicite différentes parties de votre cerveau et peut vous aider à y voir plus clair et à prendre du recul. Il est important de comprendre que modifier ces schémas de pensée demande du temps et de la patience. Vos schémas de pensée angoissants sont peut-être ancrés depuis des années, voire des décennies. Ils ne changeront pas du jour au lendemain. Mais chaque fois que vous repérez une pensée angoissante et choisissez consciemment une perspective plus réaliste, vous restructurez littéralement votre cerveau. La neuroplasticité signifie que votre cerveau peut créer de nouvelles connexions neuronales tout au long de votre vie, mais cela nécessite une pratique régulière et répétée. Chapitre 6. L'art du détachement mental. Le détachement mental est peut-être l'un des concepts les plus mal compris lorsqu'il s'agit de gérer l'anxiété. Beaucoup pensent que se détacher signifie devenir froid, indifférent ou coupé du monde. Or, le véritable détachement mental est tout le contraire. Il s'agit de se soucier profondément des autres sans être contrôlé par les résultats. Il s'agit de s'engager pleinement dans la vie tout en préservant sa paix intérieure. Quelles que soient les circonstances extérieures, l'esprit anxieux est constamment attaché à des résultats précis. Il a besoin que les choses se déroulent d'une certaine manière pour se sentir en sécurité. Il a besoin de l'approbation des autres,
que ces plans fonctionnent à merveille et que les événements futurs se déroulent exactement comme prévu. Mais cet attachement au résultat est source de souffrance. S'attacher à ce qu'une chose se produise d'une manière spécifique, c'est s'exposer à l'anxiété. Chaque fois que ce résultat est menacé ou incertain, imaginez cet attachement comme une corde que vous serrez trop fort. Plus vous serrez, plus vous aurez mal aux mains et, paradoxalement, plus vous risquez de lâcher prise. Mais lorsque vous tenez la corde d'une main ferme mais détendue, vous gardez le contrôle sans créer de tension inutile. C'est l'essence même du détachement mental. Vous vous souciez des choses. Vous travaillez à atteindre vos objectifs. Vous aimez les gens. Mais vous ne vous y accrochez pas au point de vous infliger de la souffrance. Le détachement commence par la compréhension de la différence entre préférence et attachement. Préférer, c'est souhaiter que quelque chose se produise tout en acceptant son absence. S'attacher, c'est avoir besoin que quelque chose se produise pour se sentir bien dans sa peau ou dans sa vie. Lorsque vous avez une préférence, vous pouvez œuvrer à la réalisation de vos désirs tout en préservant votre paix intérieure. En cas d'attachement, votre paix dépend de l'obtention de ce que vous désirez, ce qui vous rend constamment vulnérable à l'anxiété. L'une des formes les plus puissantes de détachement est l'indépendance vis-à-vis du résultat. Cela signifie que vous faites de votre mieux, que vous déployez tous vos efforts, puis que vous vous détachez du résultat. Vous plantez la graine, vous l'arrêtez, vous lui donnez du soleil, mais vous ne la surveillez pas de près en exigeant qu'elle pousse plus vite ou d'une manière particulière. Vous faites confiance au processus et vous acceptez ce qui se déroule. Cela ne signifie pas que vous vous désintéressez des résultats. Cela signifie que votre paix intérieure n'en dépend pas. La pratique du détachement implique également de lâcher prise sur le besoin de contrôler autrui. Une grande partie de l'anxiété provient du désir que les autres se comportent différemment, nous comprennent, nous approuvent ou fassent des choix différents, mais les autres ne sont pas sous notre contrôle. Et tenter de les contrôler, c'est comme essayer de contrôler la météo. Vous pouvez influencer les autres par vos paroles et vos actions, mais en fin de compte, chacun possède son libre arbitre et suit son propre chemin. Se détacher de son identité et de son image de soi est un autre aspect crucial de la liberté mentale. Nombreux sont ceux qui s'infligent de l'anxiété en essayant de maintenir une certaine image d'eux-mêmes. Ils ont besoin d'être perçus comme brillants, intelligents, sympathiques ou parfaits. Mais lorsque votre paix intérieure dépend du maintien d'une image, vous êtes constamment anxieux à l'idée de la protéger. Le véritable détachement signifie accepter d'être perçu comme imparfait, de faire des erreurs, d'être incompris et de renoncer à vouloir contrôler ce que les autres pensent de vous. L'ego est la partie de vous qui crée l'attachement et donc l'anxiété. L'ego a besoin d'avoir raison, d'être important, de contrôler la situation, d'être en sécurité. L'ego crée des récits sur qui vous êtes, ce dont vous avez besoin et ce qui vous menace. Mais vous êtes bien plus que votre ego. Vous êtes la conscience qui se cache derrière l'ego, celle qui peut observer ces drames sans s'y laisser prendre. Apprendre à se détacher des besoins et des peurs dictées par l'ego permet de trouver une paix profonde, indépendante des circonstances extérieures. Pratiquer la non-résistance est une forme puissante de détachement. Résister à ce qui est en train de se produire engendre un stress et une anxiété considérables. Face à un événement indésirable, l'esprit se met immédiatement en mode résistance. Cela ne devrait pas arriver. C'est injuste. Je dois régler ce problème immédiatement. Mais résister à ce qui est, c'est comme essayer de repousser une montagne, c'est futile et épuisant. La non-résistance ne signifie pas la passivité. Elle signifie accepter ce qui est arrivé afin de pouvoir réagir avec sagesse plutôt que sous le coup de l'anxiété. Se détacher du temps est également libérateur pour un esprit anxieux. L'anxiété provient souvent d'un attachement au fait que les choses se déroulent rapidement ou selon notre propre calendrier. Vous souhaitez obtenir cette offre d'emploi immédiatement, que votre relation évolue plus vite, que votre problème soit résolu sur le champ, mais la vie suit son propre rythme. Lutter contre ce rythme engendre des souffrances inutiles. Lorsque vous parvenez à vous détacher de votre vision idéale du temps tout en agissant de manière appropriée, vous trouverez la paix dans l'instant présent,
quelles que soient les circonstances. La pratique du lâcher-prise est étroitement liée au détachement. Lâcher-prise ne signifie pas abandonner ni être passif. Cela signifie se libérer de l'illusion du contrôle et avoir confiance en sa capacité à gérer les événements. Cela signifie faire de son mieux, puis s'en remettre aux forces qui nous dépassent. Ce lâcher-prise vous donne du pouvoir, car vous cessez de gaspiller votre énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable et concentrer sur ce sur quoi vous avez une réelle influence. Le détachement implique également de se défaire du besoin de certitude. L'esprit anxieux aspire à la certitude et s'angoisse face à l'inconnu. Or, la vie est par nature incertaine et tenter de créer une certitude artificielle par l'inquiétude, la planification excessive ou le contrôle ne fait qu'accroître l'anxiété. Quand on apprend à accepter l'incertitude, quand on embrasse l'inconnu comme une aventure plutôt que comme une menace, on se libère d'une des principales sources d'anxiété. Le détachement ultime consiste à se défaire de l'attachement à être totalement libéré de l'anxiété. Nombreux sont ceux qui s'angoissent de leur anxiété, créant ainsi une souffrance supplémentaire. Ils ont besoin que leur anxiété disparaisse pour se sentir bien dans leur peau. Mais cela crée un paradoxe, plus on a besoin que l'anxiété disparaisse, plus on s'angoisse à l'idée d'avoir de l'anxiété. La véritable liberté survient lorsqu'on accepte une anxiété passagère, lorsqu'on la considère comme une visiteuse passagère sans lui attribuer une signification terrible à notre personne ou à notre vie. Chapitre 7. Cultiver une sécurité intérieure. Une grande partie de l'anxiété provient d'un sentiment fondamental d'insécurité dans le monde. Votre système nerveux est constamment à l'affût de menaces et, s'il ne se sent pas en sécurité, il reste dans un état d'hypervigilance qui se manifeste par de l'anxiété. Cultiver une sécurité intérieure ne signifie pas rendre le monde totalement sûr, ce qui est impossible, mais développer un sentiment de sécurité inébranlable qui vient de l'intérieur plutôt que des circonstances extérieures. La sécurité intérieure commence par la confiance en soi. Lorsque vous avez confiance en votre capacité à gérer les situations qui se présentent, vous ressentez moins le besoin de contrôler les circonstances extérieures ou de vous inquiéter de l'avenir. Avoir confiance en soi, c'est croire en sa résilience, son intelligence et ses ressources pour surmonter les défis de la vie. C'est savoir que même si les choses ne se déroulent pas comme prévu, même si vous faites des erreurs, même si vous rencontrez des difficultés, vous trouverez un moyen de vous en sortir et même d'en tirer des leçons. Développer cette confiance en soi exige un examen honnête de son parcours. Pensez à tous les défis que vous avez déjà surmontés. Souvenez-vous des fois où vous pensiez ne pas pouvoir y arriver, et pourtant vous y êtes parvenu. Souvenez-vous des moments où vous avez découvert une force insoupçonnée. L'anxiété vous fait oublier votre propre résilience et vos capacités. Mais en vous remémorant consciemment comment vous avez surmonté les difficultés, vous renforcez votre confiance en votre capacité à relever les défis futurs. Cultiver un sentiment de sécurité intérieure implique aussi de développer une relation saine avec soi-même. Cela signifie être son propre soutien plutôt que sa propre critique sévère. Nombreuses sont les personnes anxieuses qui entendent une voix intérieure constamment critique, exigeante et menaçante. Cette critique intérieure crée un sentiment d'insécurité, même lorsque tout va bien à l'extérieur. Apprendre à se parler avec bienveillance, encouragement et compassion crée un environnement intérieur de sécurité et de soutien. L'autocompassion est essentielle à la sécurité intérieure. Lorsque vous faites des erreurs, que vous rencontrez des échecs ou que vous vous sentez anxieux, comment vous parlez-vous? Si vous êtes dur et critique, vous créez un sentiment d'insécurité intérieure. Mais si vous pouvez répondre à vos propres difficultés avec la même bienveillance que vous auriez pour un bon ami, vous créez une base intérieure solide. L'autocompassion ne signifie pas se trouver des excuses ni se dérober à ses responsabilités. Cela signifie se traiter avec bienveillance tout en cherchant à évoluer et à s'améliorer. Établir des limites saines est un autre aspect essentiel de la sécurité intérieure. Ces limites protègent votre énergie, votre temps et votre bien-être émotionnel. Sans limites claires, vous êtes constamment vulnérable aux exigences, aux humeurs et aux urgences des autres. Cela engendre un stress chronique, car vous avez l'impression de ne jamais maîtriser votre propre vie.
Des limites saines vous permettent d'être généreux et attentionné tout en protégeant vos propres besoins et votre bien-être. Les pratiques de sécurité physique contribuent également à la sécurité intérieure. Cela inclut de prendre soin de son corps grâce à une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant, une activité physique régulière et en évitant les substances anxiogènes. Cela signifie aussi créer des environnements physiques sécurisants où vous pouvez vous détendre et vous ressourcer. Votre espace de vie, votre environnement de travail et les lieux que vous fréquentez influencent votre sentiment de sécurité. La sécurité financière, bien que n'étant pas toujours entièrement maîtrisable, peut avoir un impact significatif sur votre sentiment de sécurité intérieure. Cela ne signifie pas qu'il faille être riche, mais disposer d'une certaine épargne et planifier ses finances peut réduire l'anxiété liée aux besoins essentiels. Établir un budget, constituer une épargne de précaution et diversifier ses sources de revenus contribuent à un sentiment de sécurité qui apaise le système nerveux. Des convictions spirituelles ou philosophiques peuvent également constituer un socle de sécurité intérieure. Que l'on croit en une force supérieure, en la bonté fondamentale de l'univers ou simplement en la résilience de l'esprit humain, disposer d'un cadre de référence porteur de sens et d'espoir peut être profondément réconfortant pour un esprit anxieux. Il n'est pas nécessaire d'adhérer à une religion. Il s'agit simplement d'avoir des croyances qui permettent de se sentir connecté à quelque chose de plus grand que ses propres soucis et peurs. Développer des compétences pratiques renforce la confiance en soi et le sentiment de sécurité. Plus on se sent capable de gérer les défis du quotidien, moins on est anxieux face à l'inconnu. Cela peut inclure des compétences en communication, en résolution de problèmes, des compétences techniques ou encore l'intelligence émotionnelle. Chaque compétence acquise est comme un outil supplémentaire, qui permet d'être mieux préparé à affronter la vie. Créer des relations de soutien est essentiel à la sécurité intérieure. L'être humain est un être social, avoir des personnes de confiance, sur lesquelles on peut compter et avec qui partager ses difficultés constitue un filet de sécurité qui réduit l'anxiété. Cela ne signifie pas s'entourer de personnes qui ne vous remettent jamais en question, mais plutôt tisser des liens avec des personnes qui se soucient réellement de votre bien-être et de votre épanouissement. La sécurité intérieure provient également du sens et du but que l'on donne à sa vie. Lorsque vous avez le sentiment que votre vie a une direction et une importance, grâce à un travail ou des activités qui vous tiennent à cœur, vous éprouvez un ancrage qui transcende les soucis quotidiens. Ce but offre un contexte plus large qui rend les angoisses individuelles moins accablantes et plus faciles à gérer. Cultiver l'autonomie renforce la sécurité intérieure en vous prouvant que vous pouvez subvenir à vos propres besoins. Cela ne signifie pas s'isoler ou ne jamais demander d'aide, mais plutôt développer la confiance en sa capacité à prendre soin de soi sur les plans émotionnels, pratiques et spirituels. Lorsque vous savez que vous pouvez compter sur vous-même, vous êtes moins anxieux quant aux actions ou réactions des autres. Cultiver sa sécurité intérieure, c'est aussi accepter que la sécurité absolue est une illusion, tout en prenant des précautions raisonnables. La vie comporte des risques, des incertitudes et la possibilité de perte. Mais lorsque vous parvenez à accepter cette réalité tout en prenant soin de vous et en faisant des choix judicieux, vous développez une forme de sécurité mature qui ne dépend pas du contrôle de tout ce qui vous entoure. Chapitre 8. Et la pratique de la régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle est la capacité à ressentir des émotions sans être submergé par elles. C'est l'art de ressentir ses émotions tout en conservant son équilibre, sa lucidité et sa capacité à répondre avec sagesse plutôt que impulsivité. Pour les personnes souffrant d'anxiété, apprendre la régulation émotionnelle est essentiel car l'anxiété est fondamentalement une expérience émotionnelle qui peut prendre le contrôle de tout l'organisme si l'on ne sait pas la gérer efficacement. Comprendre la nature des émotions est la première étape pour apprendre à les réguler. Les émotions sont des expériences temporaires, comme les variations météorologiques qui traversent notre monde intérieur. Elles apparaissent, atteignent leur apogée et s'apaisent naturellement si l'on n'interfère pas avec le processus. L'anxiété devient problématique lorsque l'on y résiste si fortement qu'elle se bloque, ou lorsque l'on est tellement pris par elle que l'on perd le recul nécessaire. Apprendre à laisser les émotions nous traverser naturellement tout en gardant son équilibre est la clé de la régulation émotionnelle.
La technique RAIN est une méthode puissante pour gérer les émotions difficiles comme l'anxiété. RAIN signifie reconnaître, accepter, explorer et détachement. Tout d'abord, reconnaissez ce que vous ressentez sans chercher immédiatement à le corriger ou à le changer. Ensuite, laissez l'émotion être présente sans résistance. Puis, explorez-la avec curiosité, en observant où vous la ressentez dans votre corps et les pensées qui l'accompagnent. Enfin, pratiquez le détachement, en observant l'émotion sans vous identifier complètement. La conscience corporelle est essentielle à la régulation émotionnelle, car les émotions sont ressenties physiquement autant que mentalement. L'anxiété peut se manifester par une oppression thoracique, une boule à l'estomac, des tensions dans les épaules ou un rythme cardiaque accéléré. Plutôt que d'essayer de résoudre ces sensations par la pensée, apprendre à respirer profondément, à se détendre et à les laisser être présentes sans les combattre permet souvent de les libérer naturellement. La fenêtre de tolérance est un concept qui décrit votre zone d'éveil optimale, celle où vous pouvez penser clairement et réagir de manière appropriée. Lorsque l'anxiété vous fait sortir de cette fenêtre, vous devenez soit hyperactif, vous vous sentez submergé et paniqué, soit hypoactif, vous vous sentez engourdi et déconnecté. Apprendre à reconnaître les moments où l'on dépasse sa zone de tolérance et disposer de techniques pour s'y recentrer est essentiel à la régulation émotionnelle. Les techniques d'ancrage permettent de retrouver cette zone de tolérance lorsque les émotions deviennent trop fortes. La technique des 5-4-3-2-1 est simple et efficace. Concentrez-vous sur 5 choses que vous voyez, 4 que vous touchez, 3 que vous entendez, 2 que vous sentez et 1 que vous goûtez. Cela vous ramène à votre corps et au moment présent, interrompant le cercle vicieux de l'anxiété et vous aidant à retrouver votre équilibre. Les techniques de respiration sont des outils fondamentaux pour la régulation émotionnelle. Le cycle respiratoire, qui consiste à inspirer profondément, puis à inspirer plus brièvement et enfin à expirer longuement, est particulièrement efficace pour apaiser le système nerveux. Ce type de respiration active le système nerveux parasympathique et permet de sortir du mode combat ou fuite et d'accéder à un état plus calme. La pratique du titrage consiste à gérer les émotions difficiles par petites doses plutôt que d'être submergé par leur intensité maximale. Si vous vous sentez très anxieux, au lieu d'essayer de tout gérer d'un coup, concentrez-vous sur une petite partie de cette sensation, respirez profondément, laissez-la s'apaiser, puis élargissez-la progressivement. Cela évite d'être submergé par vos émotions tout en vous permettant de les traiter et de les libérer. La finesse émotionnelle est la capacité à distinguer précisément différents états émotionnels. Au lieu de simplement vous sentir anxieux ou mal, vous pouvez reconnaître que vous êtes inquiet pour une présentation professionnelle, déçu par un projet annulé et enthousiaste face à une opportunité future, le tout simultanément. Cette précision vous aide à réagir plus adéquatement à chaque émotion spécifique plutôt que d'être submergé par un sentiment général de détresse. La pratique de la pendulation consiste à déplacer consciemment votre attention entre l'émotion difficile et une ressource ou une sensation agréable. Si vous vous sentez anxieux, vous pouvez remarquer l'anxiété dans votre poitrine, puis porter votre attention sur la sensation de vos pieds bien ancrés au sol. Ce va-et-vient entre détresse et ressources aide votre système nerveux à apprendre qu'il peut gérer les émotions difficiles sans être complètement submergé. Les techniques d'apaisement personnel sont des outils pratiques pour se réconforter lorsque les émotions sont intenses. Il peut s'agir de prendre un bain chaud, d'écouter de la musique apaisante, de tenir un objet doux, d'utiliser l'aromathérapie ou toute autre activité favorisant la détente du système nerveux. Disposer de ces techniques permet de ne pas dépendre des autres ou des circonstances extérieures pour réguler ses émotions. La réévaluation cognitive consiste à modifier sa perception d'une situation pour en modifier les émotions. Il ne s'agit pas de pensées positives excessives ni de nier la réalité, mais de trouver des façons plus équilibrées et réalistes d'interpréter les événements. Au lieu de penser que cette présentation sera un désastre, on peut se dire « cette présentation est exigeante, mais je suis préparé et je peux gérer la situation, quoi qu'il arrive ». L'action inverse consiste à faire le contraire de ce que l'émotion nous pousse à faire lorsque cette action est contre-productive. Si l'anxiété nous incite à éviter une situation sociale importante, on peut choisir d'y aller malgré tout, en prenant soin de soi et en s'entourant de soutien.
Cela permet de renforcer sa confiance en sa capacité à agir avec sagesse, même sous le coup de l'émotion. Les techniques de tolérance à la détresse permettent de traverser les périodes émotionnellement difficiles sans les aggraver par des actions impulsives. Il peut s'agir de techniques de distraction, d'exercices physiques intenses pour libérer l'énergie émotionnelle, ou d'activités procurant un sentiment d'accomplissement et de maîtrise. L'objectif n'est pas d'éviter les émotions indéfiniment, mais de trouver des moyens de gérer les émotions intenses sans se laisser submerger. Chapitre 9. Transformer la peur en sagesse. La peur et l'anxiété se font souvent passer pour des protectrices. Mais elles peuvent aussi être de précieuses enseignantes. Si vous savez écouter leur message profond au lieu de percevoir la peur comme un ennemi à vaincre, vous pouvez apprendre à la transformer en sagesse qui vous guide vers plus d'authenticité, de courage et d'épanouissement. Cette transformation exige de passer du statut de victime de vos peurs à celui d'élève de ce qu'elles tentent de vous enseigner. Chaque peur recèle des informations sur ce qui compte pour vous. Si vous avez peur de parler en public, cela peut révéler à quel point vous valorisez le respect et l'approbation des autres. Si vous êtes anxieux quant à votre sécurité financière, cela montre à quel point vous valorisez la stabilité et la capacité de prendre soin de vous-même et des autres. Au lieu de simplement essayer d'éliminer ces peurs, vous pouvez en extraire la sagesse concernant vos valeurs, vos priorités et les domaines où vous pourriez avoir besoin de développer davantage de compétences ou de confiance en vous. La peur indique souvent votre potentiel de croissance, les domaines où vous êtes prêt à vous développer, mais où vous n'avez pas encore acquis la confiance nécessaire. Si vous avez peur de créer votre propre entreprise, cela peut indiquer que l'entrepreneuriat vous appelle, mais que vous devez développer davantage de compétences, de connaissances ou gagner en confiance. Lorsque vous parvenez à percevoir la peur comme une boussole indiquant la voie de la croissance plutôt que comme un obstacle insurmontable, elle devient un guide précieux. L'exercice d'inventaire des peurs consiste à examiner ces craintes avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Dressez une liste de vos peurs les plus persistantes et, pour chacune d'elles, demandez-vous, de quoi cette peur tente-t-elle de me protéger? Que révèle-t-elle de mes valeurs? Si je n'avais pas peur, que ferais-je différemment? Quelles compétences ou connaissances me permettent de gagner en confiance dans ce domaine? Ce processus transforme la peur, d'un sentiment vague et accablant, en informations précises sur lesquelles vous pouvez agir. Nombre de peurs sont en réalité des mécanismes de protection obsolètes qui vous ont été utiles par le passé, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Peut-être avez-vous développé une anxiété sociale durant votre enfance pour vous protéger du rejet ou des critiques. Or, cette même protection vous empêche désormais de nouer des relations profondes ou de progresser dans votre carrière. Apprenez à remercier ces anciennes protections pour leur service rendu. Choisir consciemment des réponses nouvelles et plus appropriées fait partie intégrante de la transformation de la peur en sagesse. La peur révèle souvent des croyances limitantes qu'il convient d'examiner et de mettre à jour. Si vous avez peur de l'échec, vous pourriez découvrir des croyances sous-jacentes telles que « je n'ai de valeur que si je réussis » ou « faire des erreurs signifie que je suis incompétent ». En identifiant et en remettant en question ces croyances limitantes, vous pouvez les remplacer par des croyances plus positives. Des croyances stimulantes et réalistes qui favorisent votre développement plutôt que de vous freiner. La pratique de la planification du pire scénario peut transformer les peurs anxiogènes en sagesse pratique. Au lieu de vous inquiéter vaguement de ce qui pourrait mal tourner, vous pouvez explorer consciemment le pire scénario. Élaborez des plans pratiques pour y faire face et découvrez souvent que même le pire scénario ne serait pas aussi catastrophique que votre esprit anxieux le croit. Cette planification réduit l'anxiété tout en augmentant votre préparation et votre confiance réelle. La peur peut aussi être une leçon sur les limites et le bien-être de soi. Si vous êtes anxieux à l'idée de dire non aux demandes, votre peur vous enseigne peut-être l'importance de protéger votre temps et votre énergie. Si vous avez peur du conflit, votre peur indique peut-être la nécessité de développer de meilleures compétences en communication et le courage de défendre vos valeurs. Lorsque vous pouvez considérer la peur comme une information sur ce dont vous avez besoin plutôt que comme une preuve de votre faiblesse, elle devient une alliée précieuse. Transformer la peur en courage est une pratique continue plutôt qu'un accomplissement ponctuel. Le courage n'est pas l'absence de peur.
c'est ressentir la peur et agir avec sagesse malgré tout. Chaque fois que vous avez peur mais que vous faites un pas en avant, vous renforcez votre courage. Vous vous prouvez que vous pouvez gérer l'incertitude, l'inconfort et la possibilité d'un échec ou d'un rejet. La pratique de l'exposition progressive peut vous aider à transformer des peurs spécifiques en confiance et en sagesse. Au lieu d'essayer de surmonter une peur d'un seul coup, vous pouvez vous exposer à des versions de plus en plus difficiles de ce qui vous effraie, en développant progressivement votre confiance. Si vous avez peur de parler en public, vous pourriez commencer par prendre davantage la parole lors de petites réunions, puis faire des présentations à vos collègues, puis vous adresser à des groupes plus importants. Chaque étape s'appuie sur la confiance acquise lors de la précédente. La peur peut également vous apprendre à faire la différence entre les dangers réels qui exigent de la prudence et les dangers imaginaires créés par votre esprit. Apprendre à distinguer les peurs rationnelles qui assurent votre sécurité des peurs irrationnelles qui limitent votre développement est une compétence de vie essentielle. Ce discernement vous permet de prendre les précautions appropriées lorsque cela est nécessaire, sans être paralysé par des inquiétudes infondées. Le travail sur l'ombre dans la transformation de la peur implique d'examiner les parties de vous-même que vous avez rejetées ou cachées par peur. Souvent, nous avons peur d'être vus. Trop ambitieux, trop sensible, trop différent, trop puissant. Pourtant, ces aspects rejetés recèlent souvent des dons et des forces qu'il nous faut redécouvrir. Transformer la peur, c'est intégrer ces parts d'ombre et embrasser davantage notre véritable nature. La peur de la mort, consciente ou inconsciente, sous-tend nombre d'autres peurs et angoisses. En acceptant la réalité de la mortalité, on libère de nombreuses peurs mineures de leur emprise. Il ne s'agit pas de sombrer dans le morbide ou la dépression, mais plutôt d'accepter la mort comme une étape naturelle de la vie, qui donne sens et urgence à nos choix. Cette acceptation nous libère et nous permet de prendre des risques calculés et de vivre plus authentiquement. Transformer la peur en sagesse, c'est avant tout développer la confiance en la vie elle-même et en notre capacité à affronter les épreuves. Cette confiance n'est pas un optimisme naïf, mais une assurance mature, celle de pouvoir relever les défis de la vie avec grâce. Apprendre des difficultés, trouver sens et épanouissement même dans l'adversité. Cette confiance nous permet de vivre plus ouvertement et avec courage, en faisant de la peur un guide plutôt qu'un instrument de contrôle. Chapitre 10. Développer une résilience mentale à toute épreuve. La résilience mentale est votre capacité à vous relever des épreuves, à vous adapter aux changements et à maintenir votre stabilité intérieure, même lorsque la vie devient difficile. Il ne s'agit pas d'éviter les difficultés ni de faire comme si tout allait bien. La véritable résilience consiste à développer la force mentale, émotionnelle et spirituelle nécessaire pour traverser les hauts et les bas inévitables de la vie, tout en préservant votre raison d'être, votre espoir et votre paix intérieure. La résilience commence par accepter que les défis, les revers et les difficultés font naturellement partie de la vie, et non qu'ils sont le signe d'un problème. Nombreux sont ceux qui aggravent leur souffrance en croyant que la vie devrait être facile, qu'ils devraient pouvoir éviter les problèmes majeurs, ou que les difficultés sont le signe qu'ils font quelque chose de mal. Mais les personnes résilientes comprennent que les défis sont inévitables et souvent nécessaires à la croissance et au développement. L'un des fondements de la résilience est de développer ce que les psychologues appellent un état d'esprit de croissance, par opposition à un état d'esprit fixe. Un état d'esprit fixe considère vos capacités, votre intelligence et votre caractère comme des traits statiques et immuables. Cela engendre de l'anxiété, car chaque défi devient une remise en question de votre valeur intrinsèque. L'état d'esprit de croissance repose sur la conviction que les capacités peuvent se développer grâce à l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Cet état d'esprit transforme les défis en opportunités de croissance plutôt qu'en menaces pour votre identité. Développer sa résilience exige de cultiver de multiples sources de force et de soutien, au lieu de dépendre d'un seul domaine de sa vie pour son sentiment de sécurité et d'identité. Si votre estime de soi repose entièrement sur votre réussite professionnelle, les revers professionnels vous anéantissent. Si votre bonheur dépend entièrement d'une seule relation, vous serez vulnérable lorsque cette relation rencontrera des difficultés. Les personnes résilientes cultivent diverses sources de sens,
de connexion et d'épanouissement afin que les difficultés rencontrées dans un domaine ne compromettent pas leur bien-être général. La flexibilité mentale est un élément crucial de la résilience. Cela signifie être capable d'adapter ses stratégies, ses croyances et ses approches lorsque les circonstances changent. La pensée rigide accroît l'anxiété car elle suppose que les choses devraient toujours fonctionner de la même manière. La pensée flexible vous permet d'ajuster vos attentes et vos méthodes en fonction des nouvelles informations et de l'évolution des circonstances. Cette flexibilité réduit l'anxiété car vous êtes prêt à vous adapter plutôt que d'exiger que la vie se conforme à vos attentes figées. La pratique consistant à reformuler les défis en opportunités est essentielle pour développer sa résilience. Cela ne signifie pas nier la réalité ou la douleur des difficultés, mais plutôt rechercher les opportunités, les leçons et les perspectives de croissance que recèlent les situations difficiles. Une perte d'emploi peut vous amener à explorer de nouvelles pistes professionnelles que vous n'auriez pas envisagées autrement. Un problème de santé peut vous apprendre à privilégier les soins personnels et à apprécier votre corps différemment. Une rupture peut vous permettre de développer une relation plus profonde avec vous-même. Développer sa résilience implique également de cultiver ce que les chercheurs appellent l'agilité émotionnelle, la capacité à gérer ses émotions sainement, à les ressentir pleinement sans se laisser submerger ni chercher à les contrôler. Les personnes émotionnellement agiles savent reconnaître les émotions difficiles sans s'y laisser définir. Elles savent aussi utiliser ces informations émotionnelles pour guider leurs actions sans se laisser dominer par leurs impulsions. Avoir un but et un sens à sa vie est l'un des plus forts facteurs de résilience. Lorsque l'on sent que sa vie a une direction et un sens, on peut surmonter les épreuves temporaires car on est connecté à quelque chose de plus grand que les circonstances immédiates. Ce but n'a pas besoin d'être grandiose ou de révolutionner le monde. Il peut s'agir simplement d'être un bon parent, de s'investir dans sa communauté ou de développer ses talents et ses compétences. Les liens sociaux sont essentiels à la résilience, mais c'est la qualité des relations, plus que leur quantité, qui compte le plus. Avoir ne serait-ce qu'une ou deux personnes qui vous comprennent vraiment, vous acceptent tel que vous êtes et vous soutiennent dans les moments difficiles peut faire une énorme différence dans votre capacité à relever les défis. Ces relations offrent une perspective nouvelle, un soutien concret et le rappel que vous n'êtes pas seul face aux difficultés de la vie. L'autocompassion est un puissant facteur de résilience, car elle vous permet de préserver votre force intérieure même lorsque vous faites des erreurs, subissez des revers ou luttez contre des difficultés. Les personnes dures et critiques envers elles-mêmes épuisent leurs propres ressources et ont plus de mal à se relever des difficultés. Mais lorsque vous vous traitez avec la même bienveillance que vous offririez à un bon ami, vous préservez les ressources intérieures nécessaires à la résilience et au rétablissement. La résilience physique soutient la résilience mentale, car le corps et l'esprit sont des systèmes interconnectés. L'exercice physique régulier, un sommeil suffisant, une alimentation saine et des techniques de gestion du stress contribuent tous à votre capacité globale à relever les défis. Lorsque votre corps est fort et sain, votre esprit dispose de plus de ressources pour faire face aux difficultés mentales et émotionnelles. Cultiver sa résilience, même à petite échelle, vous prépare aux défis plus importants. Chaque fois que vous gérez un petit revers avec sérénité, surmontez une petite peur ou persévérez face à une difficulté passagère, vous renforcez votre résilience et développez les compétences nécessaires pour relever des défis plus grands. Ces petites victoires s'accumulent et engendrent un sentiment de confiance et de compétence précieux lorsque des difficultés majeures surviennent. Apprendre de l'adversité, c'est transformer les expériences difficiles en sagesse et en force. Les personnes résilientes ne se contentent pas de survivre aux difficultés. Elles en tirent du sens, des enseignements et une croissance personnelle. Elles se demandent ce qu'elles ont appris sur elles-mêmes, quelles forces elles ont découvertes, quelles compétences elles ont développées et comment elles peuvent utiliser cette expérience pour s'aider elles-mêmes ou aider les autres à l'avenir. Développer sa résilience implique également de développer ce que Viktor Frankl appelait la responsabilité, la capacité de choisir sa réaction face à toute situation, quelles que soient les circonstances. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui vous arrive, mais vous avez toujours le choix quant à votre réaction. Ce sentiment de choix et de capacité d'agir est fondamental pour la résilience car il vous rappelle que vous avez du pouvoir même dans les situations difficiles.
Chapitre 11. Visualisation avancée pour une maîtrise mentale optimale. La visualisation est bien plus qu'une simple pensée positive ou un exercice d'imagination. C'est un outil neurologique puissant capable de reprogrammer votre cerveau pour vous permettre de ressentir le calme plutôt que l'anxiété. En utilisant les bonnes techniques, vous activez les mêmes réseaux neuronaux que si vous viviez réellement l'état de calme et de confiance que vous imaginez. Il ne s'agit pas de théorie métaphysique, mais de neurosciences en action. La clé d'une visualisation efficace pour maîtriser l'anxiété réside dans la compréhension que votre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience imaginée avec précision et une expérience réelle. Lorsque vous vous visualisez en train de gérer une situation difficile avec un calme et une confiance absolue, votre cerveau commence à l'encoder comme un souvenir réel. Vous programmez littéralement de nouvelles voies neuronales qui favorisent des réponses calmes plutôt que des réactions anxieuses. La plupart des gens font l'erreur d'essayer de visualiser une absence totale d'anxiété, ce qui ne fait que renforcer l'anxiété. Concentrez plutôt votre visualisation sur l'état précis que vous souhaitez cultiver. Visualisez-vous ancré, centré et naturellement confiant. Ressentez dans votre corps les sensations d'un bien-être complet. Observez votre respiration lorsque vous êtes calme, votre posture lorsque vous vous sentez en sécurité, votre voix lorsque vous êtes confiant. Les visualisations les plus puissantes sollicitent tous vos sens, et pas seulement votre imagination visuelle. Lorsque vous créez un état de calme mental, ne vous contentez pas de le visualiser, ressentez-le dans votre corps, écoutez le son de votre respiration apaisante. Sentez l'environnement qui vous entoure. Goûtez même la détente dans votre bouche. Plus vous intégrez de détails sensoriels, plus l'expérience devient réelle pour votre système nerveux. La visualisation avancée implique également la création de ce que les neuroscientifiques appellent des souvenirs futurs. Il s'agit de se visualiser en train de gérer avec succès des situations anxiogènes, de manière si vivante et répétée que votre cerveau commence à traiter ces expériences visualisées comme de véritables souvenirs de réussite. Lorsque vous rencontrez des situations similaires dans la vie réelle, votre cerveau se réfère à ces souvenirs positifs au lieu de réagir par défaut à des schémas anxieux. Une technique particulièrement efficace est la visualisation du sanctuaire. Dans votre esprit, créez un lieu idéal de sécurité et de calme. Il peut s'agir d'un beau paysage naturel, d'une pièce confortable, ou même d'un espace imaginaire où vous vous sentez en parfaite sécurité. Rendez ce lieu incroyablement détaillé et réel dans votre imagination. Entraînez-vous ensuite à vous réfugier dans ce sanctuaire mental. Dès que vous sentez l'anxiété monter, votre cerveau associera cet espace mental à un calme et une détente immédiats. La technique de visualisation par répétition consiste à s'entraîner mentalement à des issues positives pour des situations anxiogènes spécifiques. Si vous avez un entretien d'embauche prochainement, ne vous contentez pas de visualiser l'obtention du poste. Visualisez-vous pleinement dans cette expérience, calme, confiance et authenticité. Imaginez-vous entrer avec assurance, respirer facilement, parler clairement et établir une connexion sincère avec l'intervieweur. Ressentez cette sensation de détente corporelle totale. La visualisation transformatrice va plus loin en vous aidant à vous visualiser comme une personne qui incarne naturellement le calme et la confiance. Au lieu de considérer le calme comme un état que vous atteignez occasionnellement, visualisez-le comme votre état naturel. Voyez-vous comme une personne qui affronte les défis de la vie avec grâce, qui respire facilement dans les situations stressantes, qui garde naturellement son sang-froid face aux difficultés. Ce type de visualisation commence à transformer votre identité profonde, passant d'une personne en proie à l'anxiété à une personne qui incarne naturellement la paix. La technique de la visualisation inversée peut se révéler étonnamment efficace pour maîtriser l'anxiété. Au lieu de visualiser une issue positive, visualisez-vous en train de gérer le pire des scénarios avec calme et sagesse. Cela dissipe la peur de l'inconnu en montrant à votre esprit que même si les choses ne se déroulent pas comme prévu, vous pouvez y faire face avec sérénité. Paradoxalement, cela rend souvent le pire des scénarios moins menaçant et donc moins susceptible de générer de l'anxiété. La visualisation énergétique consiste à travailler avec les sensations subtiles et les schémas énergétiques de votre corps pendant la visualisation. Lorsque vous visualisez des états de calme,
soyez attentif à la façon dont l'énergie circule dans votre corps. Remarquez les zones où vous ressentez de l'expansion, de la chaleur ou une sensation de fluidité. Apprenez à diriger cette énergie apaisante vers les zones de votre corps qui ont tendance à accumuler des tensions ou de l'anxiété. Cela crée un lien entre la visualisation mentale et la guérison somatique. La pratique de la visualisation incarnée signifie non seulement se voir calme, mais aussi ressentir littéralement les sensations physiques du calme pendant la visualisation. Laissez vos épaules se détendre. Relâchez les muscles de votre visage. Ralentissez votre respiration et laissez votre corps tout entier s'installer dans l'état de calme que vous visualisez. Cette intégration de l'imagerie mentale à l'incarnation physique engendre des changements bien plus profonds et durables au sein de votre système nerveux. La visualisation de la ligne du temps est une technique puissante pour guérir les schémas d'anxiété issus d'expériences passées. Visualisez votre vie comme une ligne du temps s'étendant du passé au futur. Retournez à vos versions antérieures, celles qui ont développé leur premier schéma d'anxiété, et, par la visualisation, offrez leur réconfort, sagesse et la présence apaisante dont elles avaient besoin. Visualisez ensuite cette énergie de guérison se propager à travers votre ligne du temps, transformant votre façon de vivre des situations similaires, aujourd'hui comme demain. Les praticiens avancés utilisent la visualisation pour travailler avec les énergies archétypales qui représentent différents aspects de la force intérieure. Vous pourriez vous visualiser incarnant l'énergie d'un sage aîné qui a surmonté de nombreuses épreuves sans jamais faiblir, celle d'un guerrier paisible affrontant les difficultés avec courage et sérénité, ou encore celle d'un parent bienveillant apportant sécurité et réconfort à vos parts anxieuses. Ces visualisations archétypales puisent à des sources de force et de sagesse plus profondes. La pratique de la visualisation environnementale consiste à créer des images mentales d'espace et d'environnement favorisant naturellement le calme. Vous pouvez vous visualiser dans une forêt paisible où chaque respiration vous apporte une relaxation profonde, ou au bord d'un lac calme où le silence de l'eau reflète votre paix intérieure. Ou encore dans une pièce confortable, baignée d'une lumière chaleureuse et imprégnée d'une énergie rassurante. Ces visualisations environnementales sont accessibles instantanément dès que vous ressentez le besoin de changer d'état. La visualisation cellulaire approfondit encore davantage la pratique en imaginant une énergie apaisante se diffuser dans chacune des cellules de votre corps. Visualisez votre système nerveux pour se détendre au niveau cellulaire. Voyez les hormones du stress être remplacées par des neurotransmetteurs apaisants. Imaginez que votre ADN encode des schémas de paix et de résilience. Ce niveau de visualisation agit au plus profond de votre système biologique pour créer une transformation durable. L'intégration de la visualisation et des affirmations crée une puissante synergie pour reprogrammer les schémas anxieux. Tandis que vous visualisez votre état calme et confiant, répétez des affirmations qui soutiennent cette nouvelle identité: je suis naturellement calme et centré. Je fais face aux défis de la vie avec grâce et sagesse. La paix est mon état naturel. La combinaison d'images vivantes et d'un langage positif accélère le processus de reprogrammation. La visualisation peut aussi servir à titre préventif. Imaginez-vous garder votre calme dans des situations qui ne se sont pas encore produites, mais que vous savez anxiogènes. En visualisant régulièrement des réponses calmes et efficaces à ces déclencheurs, vous vous immunisez en quelque sorte contre l'anxiété future en créant des schémas neuronaux de réponse calme avant même d'en avoir besoin. Chapitre 1 est la science de la régulation du système nerveux. Votre système nerveux est le centre de contrôle principal de votre réponse à l'anxiété. Comprendre comment le réguler consciemment est peut-être la compétence la plus précieuse que vous puissiez développer pour une sérénité durable. La plupart des gens tentent de se sortir de l'anxiété par la seule force de la pensée. Or, l'anxiété réside dans votre système nerveux, et pas seulement dans vos pensées. Apprendre à réguler votre système nerveux autonome vous permet de contrôler l'anxiété à sa source. Le système nerveux autonome possède deux branches principales qui fonctionnent en opposition. Le système nerveux sympathique est votre accélérateur. Il s'active lorsque vous percevez une menace ou un danger, préparant votre corps aux réactions de combat, de fuite ou de sidération. Le système nerveux parasympathique est votre frein. Il active les processus de repos, de digestion et de récupération.
L'anxiété survient lorsque votre système sympathique est activé de manière chronique et que votre système parasympathique n'est pas en mesure de vous ramener à votre calme de base. Comprendre la théorie polyvagale révolutionne votre approche de l'anxiété, car elle révèle que vous possédez en réalité 3 états d'activation du système nerveux, et non seulement 2. L'état vagal ventral est votre zone de sécurité et de connexion sociale. Lorsque ce système est actif, vous vous sentez calme, ouvert et capable d'établir facilement des liens avec les autres. L'état sympathique correspond à votre réponse de mobilisation, combat ou fuite. L'état vagal dorsal correspond à votre réponse de repli. Face à une menace perçue comme insurmontable, ce système s'active pour vous aider à survivre par la déconnexion et l'engourdissement. L'anxiété survient généralement lorsque vous êtes bloqué dans l'activation sympathique ou que vous alternez entre les états sympathiques et dorsal sans accéder à l'état central de sécurité et de connexion. Apprendre à activer consciemment votre système ventral est essentiel pour un soulagement durable de l'anxiété, car c'est le seul état où vous pouvez penser clairement, vous sentir connecté et accéder à votre sagesse naturelle et à vos capacités de résolution de problèmes. Le nerf vague est le plus long nerf crânien du corps, il relie le cerveau au cœur, aux poumons et au système digestif. Ce nerf est en quelque sorte l'autoroute de communication entre le cerveau et le corps. C'est aussi la principale voie par laquelle vous pouvez consciemment influencer l'état de votre système nerveux. La stimulation du nerf vague active les réponses parasympathiques et vous aide à passer d'un état anxieux à un état de calme. La respiration est l'outil le plus accessible pour réguler le système nerveux, car c'est la seule fonction à la fois automatique et sous contrôle conscient. Différents schémas respiratoires envoient différents signaux au système nerveux. Une respiration courte et superficielle, thoracique, signale un danger au cerveau et maintient l'activation du système sympathique. Une respiration longue et lente, diaphragmatique, active le système parasympathique et signale la sécurité au cerveau. Le soupir physiologique est l'une des techniques respiratoires les plus efficaces pour une régulation immédiate du système nerveux. Inspirez normalement par le nez. Puis, inspirez une seconde fois, plus petite, par-dessus la première, suivie d'une longue expiration lente par la bouche. Ce schéma respiratoire spécifique active le système nerveux parasympathique plus efficacement qu'une simple respiration profonde, car il maximise les signaux apaisants envoyés au cerveau. La variabilité de la fréquence cardiaque est un autre facteur clé de la régulation du système nerveux. En cas d'anxiété, la fréquence cardiaque devient rigide et prévisible. Mais lorsque vous êtes calme et serein, elle varie naturellement en fonction de votre respiration et d'autres facteurs. Vous pouvez améliorer votre variabilité de fréquence cardiaque en pratiquant une respiration cohérente, à un rythme d'environ 5 respirations par minute. Vous synchronisez votre rythme cardiaque avec votre respiration. L'exposition au froid est un outil puissant pour renforcer la résilience du système nerveux, car elle l'entraîne à rester calme face au stress. Lorsque vous vous exposez à l'eau ou à l'air froid, votre système nerveux sympathique s'active. Cependant, si vous parvenez à maintenir une respiration lente et contrôlée et à garder votre calme mental pendant l'exposition, vous entraînez votre système à rester régulé même lorsqu'il est activé. Cela renforce la confiance en votre capacité à gérer le stress et réduit votre sensibilité globale à l'anxiété. Le principe de corégulation explique pourquoi la présence de personnes calmes vous apaise, tandis que la présence de personnes anxieuses peut accroître votre anxiété. En réalité, votre système nerveux se synchronise avec celui des personnes qui vous entourent grâce à des signaux inconscients tels que la respiration, le rythme cardiaque et les micro-expressions. Comprendre cela peut vous aider à choisir votre environnement social plus consciemment et à devenir une présence apaisante pour les autres. Le mouvement est essentiel à la santé du système nerveux, car celui-ci a besoin de boucler le cycle de réponse au stress par une décharge physique. Lorsque vous êtes anxieux, les hormones du stress et l'énergie nerveuse s'accumulent dans votre organisme et doivent être évacuées par le corps. Cela ne nécessite pas d'exercice intense. De légers tremblements, des étirements, la marche ou la danse peuvent tous contribuer à évacuer l'excès d'activation et à ramener votre système à son état de calme initial.
Le concept de fenêtre de tolérance décrit la zone dans laquelle votre système nerveux peut gérer le stress sans être submergé ni se bloquer. Lorsque vous êtes dans votre fenêtre de tolérance, vous pouvez penser clairement, ressentir vos émotions sans être submergé et réagir de manière appropriée aux situations. Apprendre à reconnaître quand vous sortez de cette fenêtre et disposer de techniques pour y revenir est crucial pour gérer l'anxiété. La relaxation musculaire progressive agit directement sur votre système nerveux en apprenant à votre corps la différence entre tension et relaxation. Lorsque vous contractez puis relâchez consciemment des groupes musculaires dans tout votre corps, vous ne faites pas que détendre vos muscles, vous envoyez des signaux à votre système nerveux indiquant qu'il peut se détendre en toute sécurité. Cette pratique aide à réinitialiser votre niveau de tension physique de base. Le son et les vibrations peuvent être de puissants outils de régulation du système nerveux, car votre nerf vague réagit à certaines fréquences et vibrations. Fredonner, chanter, psalmodier ou écouter certains types de musique peut activer les réponses parasympathiques. Les vibrations du bourdonnement, en particulier, stimulent directement le nerf vague et peuvent rapidement faire basculer votre système nerveux de l'état d'excitation à l'état de calme. Le toucher et la pression peuvent également réguler votre système nerveux grâce à ce que l'on appelle la réponse calmante des mammifères. Un toucher doux et lent ou une pression profonde active votre système parasympathique. C'est pourquoi des activités comme le massage, les couvertures lestées, ou même l'automassage, comme poser la main sur son cœur, peuvent être immédiatement apaisantes. Comprendre comment utiliser le toucher comme outil de régulation du système nerveux vous offre une autre façon accessible de modifier votre état. La régulation de la température influence votre état nerveux car la thermorégulation de votre corps est étroitement liée à votre système nerveux autonome. Avoir trop chaud peut augmenter l'anxiété et l'excitation, tandis qu'avoir trop froid peut déclencher des réactions d'inhibition. Trouvez votre plage de température optimale et utilisez la chaleur ou la fraîcheur de manière stratégique peut favoriser la régulation du système nerveux. La pratique du suivi du système nerveux consiste à développer une conscience de son état interne tout au long de la journée. Cela signifie remarquer les premiers signes d'excitation, comme une augmentation du rythme cardiaque, une respiration superficielle ou une tension musculaire, et également remarquer les signes de sécurité et de calme, comme une respiration plus profonde, des muscles détendus et une sensation de bien-être. Cette prise de conscience permet d'intervenir précocement grâce à des techniques de régulation, avant que l'anxiété n'atteigne un niveau insupportable. Le lien social est l'un des régulateurs les plus puissants du système nerveux, car l'être humain est naturellement porté à la corégulation. Des relations saines et harmonieuses contribuent littéralement à réguler le système nerveux par une synchronisation inconsciente de la respiration, du rythme cardiaque et d'autres fonctions physiologiques. C'est pourquoi l'isolement accroît souvent l'anxiété, tandis que des liens sociaux sains la diminuent naturellement. Chapitre 13. Maîtriser son dialogue intérieur. La conversation que vous entretenez avec vous-même est peut-être le facteur le plus déterminant pour savoir si vous ressentez de la paix ou de l'anxiété au cours de votre journée. La plupart des gens sont totalement inconscients de leur dialogue intérieur, ignorant qu'ils entretiennent un flot constant de pensées qui façonnent leur état émotionnel, leurs décisions et leur expérience de la vie dans son ensemble. Maîtriser ce dialogue intérieur est essentiel pour se libérer de l'anxiété. Votre dialogue intérieur est comme une radio qui tourne en fond sonore dans votre esprit, à la différence que vous pouvez choisir la station. La plupart des personnes anxieuses sont branchées sur ce qu'on pourrait appeler la radio de l'anxiété, une station qui diffuse constamment des inquiétudes, des scénarios catastrophes, de l'autocritique et des prédictions angoissantes. Mais vous pouvez apprendre à changer consciemment de station pour écouter une autre qui diffuse du calme, de la sagesse, des encouragements et des perspectives réalistes. La première étape pour maîtriser son dialogue intérieur est d'en prendre conscience. Nombreux sont ceux qui s'identifient tellement à leurs pensées qu'ils n'en ont pas conscience. Ils subissent simplement un flux constant d'activité mentale sans la reconnaître comme optionnelle. Commencez par prêter attention à la voix dans votre tête. Observe le ton employé, les sujets abordés, les jugements formulés. Cette simple prise de conscience commence à créer une distance entre vous et vos pensées. La plupart des dialogues intérieurs sont fortement influencés par des voix intériorisées issues de votre passé, celles de vos parents,
de vos professeurs, de vos critiques, ou de la société en général. Vous reconnaîtrez peut-être la voix inquiète de votre mère vous mettant en garde contre les dangers, la voix critique de votre père pointant du doigt vos défauts, ou la voix dure d'un professeur vous disant que vous n'êtes pas à la hauteur. Ces voix intériorisées se font souvent passer pour vos propres pensées, mais il s'agit en réalité d'un conditionnement ancien que vous pouvez consciemment modifier. Le dialogue intérieur anxieux tend à se concentrer sur 3 thèmes principaux, la catastrophisation de l'avenir, la rumination du passé et l'autocritique du présent. Il pose des questions comme « Et si quelque chose de terrible arrivait ? Pourquoi ai-je fait cette bêtise ? Et qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Ces schémas de pensée entretiennent et amplifient l'anxiété en focalisant votre esprit sur les problèmes, les menaces et vos insuffisances. Apprendre à rediriger son dialogue intérieur demande un effort conscient et de la pratique, comme apprendre à jouer d'un nouvel instrument. Lorsque vous remarquez l'apparition de pensées angoissantes, vous pouvez consciemment choisir de réorienter le dialogue intérieur. Au lieu de vous demander « Et si j'échoue ?», pensez plutôt « Je suis prêt, et je peux gérer la situation, quoi qu'il arrive ». Au lieu de penser « Je rate toujours tout », pensez plutôt « J'apprends et je grandis grâce à cette expérience ». La qualité des questions que vous vous posez a un impact considérable sur votre état émotionnel. Les pensées angoissantes posent des questions dévalorisantes, centrées sur les problèmes et les menaces. Les pensées constructives, quant à elles, posent des questions valorisantes, centrées sur les solutions et les possibilités. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?», demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Au lieu de vous demander « Et si ça ne marche pas ?», demandez-vous « Comment puis-je me préparer au mieux ?» et faites confiance au processus. Développer une voix intérieure bienveillante est essentiel pour maîtriser l'anxiété. Nombreux sont ceux qui se parlent plus durement qu'ils ne le feraient à leur pire ennemi. Cette dureté intérieure engendre un stress chronique et une autodestruction qui alimente l'anxiété. Apprendre à se parler avec la même douceur et les mêmes encouragements qu'à un ami cher crée un climat intérieur de sécurité et de soutien. La pratique du dialogue intérieur conscient consiste à choisir délibérément des pensées qui favorisent votre bien-être plutôt que de croire automatiquement toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit. Il ne s'agit pas de se mentir à soi-même ni de nier la réalité, mais plutôt de choisir des pensées à la fois vraies et utiles. Au lieu de dire « je n'y arrive pas », vous pourriez dire « c'est un défi, mais j'ai les ressources nécessaires et je peux apprendre au fur et à mesure ». Les techniques de recadrage vous aident à trouver des façons plus équilibrées et réalistes d'interpréter les situations. L'esprit anxieux a tendance à interpréter les situations ambiguës de la manière la plus menaçante possible, tandis que l'esprit calme recherche plusieurs interprétations possibles. Si quelqu'un ne répond pas à votre message, au lieu de penser immédiatement qu'il est fâché contre vous, vous pourriez penser qu'il est peut-être occupé ou qu'il ne l'a peut-être pas encore vu. La voix critique intérieure est souvent la plus forte dans le dialogue intérieur anxieux, pointant constamment du doigt vos défauts, vos erreurs et vos insuffisances. Apprendre à reconnaître cette voix et choisir consciemment de ne pas y répondre est libérateur. Vous pouvez remercier votre critique intérieure d'avoir tenté de vous protéger en pointant du doigt les problèmes potentiels, mais faites-lui savoir que ces services ne sont plus nécessaires de la même manière qu'à votre jeunesse. Développer une voix intérieure sage ou un mentor intérieur peut transformer votre rapport aux situations difficiles. Cette voix s'exprime avec maturité, compassion et recul. Elle peut ressembler à celle d'un grand-parent sage, d'un professeur de confiance, ou tout simplement à votre propre voix, puisant dans votre sagesse intérieure. Cette voix peut vous apporter du réconfort dans les moments difficiles, vous guider lorsque vous êtes indécis et vous offrir une perspective nouvelle lorsque vous êtes aux prises avec des problèmes passagers. La pratique de l'arrêt de la pensée peut interrompre les schémas de pensée anxieux répétitifs. Lorsque vous remarquez que votre esprit tourne en rond dans des boucles angoissantes familières, vous pouvez vous dire mentalement « stop » ou imaginer un grand panneau « stop ». Puis, dirigez consciemment votre attention vers autre chose. Cette technique est plus efficace lorsqu'elle est combinée à une concentration immédiate sur quelque chose de positif ou de stimulant, plutôt que de simplement essayer de faire le vide dans votre esprit. Les limites internes sont aussi importantes que les limites externes pour la santé mentale.
Cela signifie apprendre à dire non aux pensées qui ne vous sont pas utiles. De même que vous apprenez à dire non aux personnes ou aux activités qui ne vous sont pas bénéfiques, vous n'êtes pas obligé de croire chaque pensée qui vous traverse l'esprit. Et vous n'êtes pas obligé de suivre toutes les suggestions de votre esprit anxieux. La pratique de la répétition mentale consiste à utiliser votre dialogue intérieur pour vous préparer positivement aux situations difficiles. Au lieu d'imaginer tout ce qui pourrait mal tourner, vous pouvez vous entraîner mentalement à gérer les situations avec calme, confiance et compétence. Cette répétition mentale positive programme littéralement votre système nerveux pour la réussite et réduit l'anxiété face aux défis à venir. Développer de multiples perspectives est un puissant antidote à la vision tunnel que crée l'anxiété. Lorsque vous êtes anxieux, vous avez tendance à ne voir les situations que sous un seul angle, généralement le plus menaçant, mais chaque situation peut être envisagée sous de multiples perspectives. Vous pouvez vous entraîner consciemment à vous demander « Comment pourrais-je envisager cette situation autrement ? Que penserait une personne que j'admire ? Quelle importance cela aura-t-il dans 5 ans ?» Le dialogue intérieur de la gratitude est l'un des outils les plus puissants pour passer de l'anxiété à la sérénité. Orientez régulièrement votre conversation intérieure vers l'appréciation de ce qui va bien dans votre vie, de ce que vous avez appris des difficultés et de ce qui vous attend, reprogramme littéralement votre cerveau pour une attitude positive. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais plutôt trouver un équilibre entre la conscience des problèmes et l'appréciation du positif dans votre vie. Créer des affirmations authentiques et crédibles peut favoriser un dialogue intérieur plus positif. Au lieu d'affirmations qui semblent fausses ou irréalistes, créez des déclarations qui reconnaissent votre réalité actuelle tout en mettant l'accent sur votre développement. Une phrase comme « J'apprends à gérer les difficultés avec plus de calme et de sagesse » paraît plus authentique que « Je ne ressens jamais d'anxiété » et a plus de chances d'être acceptée par votre inconscient. Pratiquer l'encouragement intérieur consiste à s'encourager consciemment comme un bon entraîneur encouragerait un athlète. Cela signifie reconnaître vos efforts, célébrer les petites victoires et vous réconforter lors des échecs. Et en gardant confiance en votre capacité à progresser et à vous améliorer. Cette voix intérieure bienveillante devient une source de force à laquelle vous pouvez puiser à tout moment et en tout lieu. Chapitre 14. Créer une transformation durable. Un soulagement temporaire de l'anxiété procure un certain bien-être. Mais une transformation durable implique de modifier fondamentalement votre rapport à la peur, à l'incertitude et aux défis, afin que l'anxiété n'ait plus le même pouvoir sur votre vie. Ce niveau de changement exige bien plus que de simples techniques et stratégies. Il requiert une transformation profonde de vos croyances, de votre identité et de votre approche de la vie. La véritable transformation commence par la reconnaissance que l'anxiété n'est pas votre ennemi, mais plutôt un protecteur mal avisé qui tente de vous protéger par des méthodes obsolètes. Lorsque vous percevez l'anxiété comme une composante de votre système interne, bien intentionnée mais nécessitant un réapprentissage, vous pouvez collaborer avec elle plus efficacement au lieu de la combattre. Ce passage de la résistance à la coopération est fondamental pour un changement durable. La transformation identitaire est peut-être le niveau de changement le plus puissant, car votre identité détermine vos pensées, vos sentiments et vos comportements plus que toute technique extérieure. Si vous vous identifiez comme une personne souffrant d'anxiété, vous maintiendrez inconsciemment des schémas qui confirment cette identité. Mais si vous commencez à vous percevoir comme une personne apprenant à maîtriser son monde intérieur, vous adopterez naturellement des pensées et des comportements qui soutiennent cette nouvelle identité. Devenir une personne naturellement calme exige une pratique régulière, mais pas de la manière dont on l'imagine souvent. Il ne s'agit pas de pratiquer des techniques lorsqu'on est anxieux, mais de cultiver le calme lorsqu'on l'est déjà, afin que ce calme devienne un état naturel plutôt qu'un objectif à atteindre. Cela implique de cultiver et d'apprécier consciemment les moments de paix tout au long de la journée. Une transformation durable nécessite également de guérir les blessures et les traumatismes profonds à l'origine de vos schémas anxieux. Nombre de ces schémas se sont développés comme des adaptations intelligentes à des expériences de la petite enfance où vous aviez réellement besoin d'hypervigilance ou de protection. Reconnaître ces schémas avec compassion, tout en choisissant consciemment de nouvelles réponses adaptées à votre vie actuelle, est essentiel pour une guérison profonde.
Se réparer, c'est s'offrir la sécurité, l'encouragement et l'amour inconditionnel dont vous aviez besoin enfant et qui soutiennent votre guérison. Cela peut signifier se parler avec bienveillance lorsqu'on fait des erreurs, fixer des limites saines pour préserver son énergie, ou encore se réconforter et se rassurer dans les moments difficiles. Vous devenez ainsi le parent aimant dont votre enfant intérieur a encore besoin. L'aménagement de l'environnement joue un rôle crucial dans une transformation durable, car votre environnement influence votre état intérieur bien plus que la plupart des gens ne le pensent. Créer des espaces physiques propices au calme, s'entourer de personnes sereines et positives, et choisir des contenus inspirants et apaisants pour s'informer, tout cela favorise une transformation inconsciente. L'intégration de pratiques sémantiques est essentielle à un changement durable, car l'anxiété se manifeste autant dans le corps que dans l'esprit. Des pratiques comme le yoga, le tai chi, la danse, le massage, ou simplement passer du temps dans la nature, aident votre système nerveux à retrouver sa capacité naturelle de calme et de régulation. Ces pratiques agissent à un niveau plus profond que la pensée, aidant à libérer le stress et les tensions enfouies dans votre mémoire cellulaire. Un développement spirituel ou philosophique accompagne souvent une transformation profonde de l'anxiété, car apprivoiser la peur conduit inévitablement à des questions sur le sens, le but et notre rapport à la vie. Il ne s'agit pas nécessairement d'une religion formelle, mais plutôt de développer un sentiment de connexion à quelque chose de plus grand que nos préoccupations individuelles. Que ce soit la nature, l'humanité, la créativité ou des valeurs transcendantes comme l'amour et la sagesse. Cultiver ce que l'on pourrait appeler la force du système immunitaire émotionnel vous rend naturellement plus résilient face aux déclencheurs d'anxiété. Tout comme la force du système immunitaire physique vous aide à résister à la maladie, la force du système immunitaire émotionnel vous aide à garder votre équilibre même face au stress, au conflit ou à l'incertitude. Cette force se développe en s'exposant progressivement à des défis surmontables tout en préservant sa stabilité intérieure. Les recherches sur la neuroplasticité montrent que votre cerveau continue d'évoluer tout au long de votre vie en fonction de vos expériences et de vos habitudes mentales. Cela signifie que chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que l'anxiété, chaque fois que vous répondez à un défi avec sagesse plutôt qu'avec peur, vous reprogrammez littéralement votre cerveau pour soutenir votre nouvel état d'être. La constance est plus importante que la perfection dans ce processus de reprogrammation. Le développement de la conscience métacognitive, c'est-à-dire la conscience de vos propres processus de pensée, est crucial pour une transformation durable. Cela signifie non seulement remarquer vos pensées anxieuses, mais aussi comprendre les schémas et les déclencheurs profonds qui les génèrent. Grâce à ce niveau de conscience, vous pouvez intervenir à la source plutôt que de simplement gérer les symptômes. Créer des rituels et des routines qui soutiennent votre état transformé contribue à ancrer ce nouvel état d'être dans votre quotidien. Cela peut inclure des pratiques matinales pour aborder la journée avec sérénité, des pratiques vespérales pour gérer et libérer le stress, ou encore des pratiques hebdomadaires pour maintenir le cap et rester connecté à ce qui compte le plus pour vous. La pratique du choix conscient consiste à se demander régulièrement si ces décisions sont motivées par l'anxiété ou par la sagesse. Les choix dictés par l'anxiété visent généralement à éviter l'inconfort, à rechercher l'approbation ou à contrôler les résultats. Les choix guidés par la sagesse sont fondés sur vos valeurs, votre développement personnel et ce qui vous est le plus bénéfique, même si cela implique un certain inconfort temporaire. Constituer ce que l'on pourrait appeler une réserve de sagesse implique de cultiver consciemment son intuition, sa perspective et ses ressources intérieures durant les périodes de calme, afin qu'elles soient disponibles lors des moments difficiles. Cela peut impliquer la lecture de textes philosophiques ou spirituels, des moments de réflexion ou de méditation, l'apprentissage des expériences de personnes sages, ou simplement prendre le temps de tirer des leçons et du sens de ses propres expériences de vie. La transformation de l'anxiété en paix intérieure est, en fin de compte, une transformation de la séparation en connexion, connexion à soi-même, aux autres, à son but et à la vie elle-même. L'anxiété provient souvent d'un sentiment d'isolement, d'incompréhension ou de rupture avec les sources de sens et de soutien. La véritable transformation implique de reconstruire ces liens de manière saine et durable. Une transformation profonde exige aussi d'accepter que l'anxiété persiste parfois. Mais votre rapport à elle sera radicalement différent.
Au lieu d'être submergé par elle, vous serez capable de l'observer, d'en tirer des leçons et d'y répondre avec discernement. L'anxiété peut encore surgir, mais elle ne contrôlera plus votre vie ni ne définit votre identité. La dernière étape de la transformation consiste à devenir une source de calme et de sagesse pour autrui. Lorsque vous maîtrisez pleinement votre propre monde intérieur, vous devenez naturellement une personne qui aide les autres à trouver la paix et l'ancrage. Il ne s'agit pas de donner des conseils ni de tenter de réparer les autres, mais simplement d'incarner une présence calme et sereine qui rappelle à chacun sa propre capacité à la paix intérieure. Chapitre 15. Vivre en accord avec soi-même. La solution ultime à l'anxiété chronique ne réside souvent pas dans la gestion de la peur, mais dans la découverte et l'acceptation de sa véritable nature. Une grande partie de l'anxiété provient de l'effort épuisant que représente le fait d'être quelqu'un d'autre. On se surveille constamment pour s'assurer de répondre aux attentes extérieures, tout en réprimant les aspects de soi-même jugés inacceptables ou dangereux à exprimer. L'authenticité ne signifie pas être totalement spontané ou agir sous le coup de l'impulsion. La véritable authenticité consiste à aligner son expression extérieure avec sa vérité intérieure, tout en restant respectueux des autres et en adaptant son comportement à la situation. Il s'agit d'avoir le courage d'être soi-même plutôt que de jouer un rôle que l'on croit que les autres veulent voir. La plupart des gens développent un faux moi dès leur plus jeune âge pour obtenir amour, approbation et sécurité. On apprend à mettre en avant certains aspects de sa personnalité tout en cachant d'autres, en fonction de ce qui a suscité des réactions positives de la part des parents, des enseignants et des pairs. Ce faux moi a peut-être été utile durant l'enfance, mais le maintenir à l'âge adulte exige une énergie considérable et engendre une anxiété constante d'être découvert ou rejeté. Le faux moi fonctionne comme un acteur chevronné qui a si bien étudié son rôle qu'il en a oublié sa véritable nature. Cet acteur sait précisément quelles expressions adopter, quels mots prononcer et quelles réactions afficher pour obtenir la réponse désirée de n'importe quel public. Mais cette performance constante est épuisante car elle exige une attention permanente aux réactions extérieures, tout en ignorant complètement son intuition et ses élans authentiques. Comprendre les manifestations spécifiques de votre faux moi est essentiel pour retrouver votre authenticité. Peut-être êtes-vous de ceux qui cherchent à plaire à tout le monde, acquiesçant systématiquement même lorsque vous êtes en désaccord. Peut-être êtes-vous le perfectionniste qui présente une image irréprochable tout en dissimulant ses difficultés et ses vulnérabilités. Ou peut-être êtes-vous le caméléon qui s'adapte si parfaitement à différents groupes que vous avez perdu le contact avec vos propres préférences et opinions. Le processus de reconquête de votre authenticité commence souvent par l'identification des masques que vous portez selon les situations. Observez comment vous agissez différemment au travail et à la maison, avec vos amis et votre famille, avec les personnes que vous souhaitez impressionner et celles avec lesquelles vous vous sentez à l'aise. Si une certaine adaptabilité est naturelle et saine, une déconnexion importante avec votre moi profond selon les contextes est le signe que vous jouez un rôle plutôt que d'être authentique. Le coût énergétique du maintien de ces différentes personnalités est énorme et se manifeste souvent par une fatigue chronique, de l'anxiété ou une dépression. Lorsque vous passez constamment d'une version de vous-même à une autre, vous ne parvenez jamais à vous reposer dans votre état naturel. C'est comme être un traducteur qui doit constamment convertir d'une langue à l'autre. Finalement, vous perdez l'aisance dans votre langue maternelle. La peur du rejet est souvent le plus grand obstacle à l'expression authentique, car votre faux moi a été créé précisément pour éviter le rejet. Mais vivre de manière inauthentique garantit un certain type de rejet. Vous vous rejetez vous-même en n'autorisant pas votre vraie nature à être vue ou exprimée. L'ironie est que les stratégies mêmes que vous utilisez pour éviter le rejet créent souvent la déconnexion et le vide qui alimentent l'anxiété. Le chemin vers l'authenticité commence souvent par ce que l'on pourrait appeler des expériences d'authenticité. De petites manières peuvent risquer d'exprimer davantage votre vraie nature. Cela peut signifier partager une opinion qui vous est vraiment propre plutôt que ce que vous pensez que les autres veulent entendre. Cela peut signifier porter des vêtements qui expriment votre véritable style plutôt que ce que vous jugez approprié. Cela peut signifier admettre votre ignorance au lieu de faire semblant de comprendre. Ces petites expériences d'authenticité peuvent être terrifiantes au début, car vous sortez de la zone de confort de votre personnage habituel.
Vous pourriez ressentir une anxiété accrue en vous préparant à être plus authentique. Mais cette anxiété est en réalité le signe que vous êtes sur la bonne voie. C'est la peur de perdre le contrôle de votre faux moi et l'excitation de voir enfin votre véritable personnalité émerger. S'exprimer authentiquement exige de développer une tolérance envers les réactions et les opinions des autres. Tout le monde ne vous comprendra pas, ne vous apprécie pas ou n'approuve pas votre authenticité. Et c'est non seulement normal, mais nécessaire. Essayer de plaire à tout le monde est impossible et épuisant. Lorsque vous acceptez que certaines personnes ne se reconnaissent pas en vous, vous vous libérez et pouvez attirer les relations et les opportunités qui correspondent vraiment à qui vous êtes. L'une des prises de conscience les plus profondes sur le chemin de l'authenticité est de comprendre que les personnes qui vous correspondent seront attirées par votre véritable nature, et non par une image que vous jouez. Lorsque vous attirez les gens et les opportunités grâce à une fausse personnalité, vous vous retrouvez dans des relations et des situations qui vous obligent à maintenir ce rôle indéfiniment. En revanche, lorsque vous attirez les gens grâce à votre nature authentique, vous pouvez vous épanouir pleinement. La clarification des valeurs vous aide à distinguer ce que vous croyez et valorise réellement de ce qu'on vous a inculqué. Nombre de personnes anxieuses nourrissent des valeurs et des objectifs qui ne sont pas les leurs, ce qui engendre des conflits et des tensions internes. Lorsque vos actions sont en accord avec vos valeurs profondes plutôt qu'avec des valeurs empruntées ou imposées, vous ressentez un sentiment naturel d'intégrité et de sérénité. Ce processus de clarification des valeurs implique souvent d'examiner les croyances héritées de votre famille, de votre culture ou de la société et de se demander si elles résonnent réellement avec votre vérité intérieure. Vous pourriez découvrir que vous avez poursuivi des objectifs de carrière valorisés par vos parents mais qui ne vous épanouissent pas, ou que vous avez adopté des choix de vie promus par votre culture mais qui ne correspondent pas à votre tempérament naturel. L'authenticité émotionnelle consiste à s'autoriser à ressentir et à exprimer toute la gamme des émotions humaines, et non seulement celles jugées acceptables par sa famille ou sa culture. On a souvent appris que certaines émotions, comme la colère, la tristesse ou même la joie, étaient inappropriées, voire dangereuses. Or, réprimer ces réactions émotionnelles naturelles demande une énergie considérable et engendre une anxiété liée à l'émergence de ces sentiments interdits. Apprendre à ressentir et à exprimer ses émotions avec authenticité ne signifie pas être incontrôlable ou inapproprié. Cela signifie honorer sa vérité émotionnelle tout en l'exprimant de manière respectueuse et constructive. Cela peut impliquer d'apprendre à dire « je suis frustré par cette situation ». Au lieu de faire semblant que tout va bien, de se ménager face à une bonne nouvelle ou de minimiser sa joie pour éviter de paraître prétentieux, vos dons et talents authentiques révèlent souvent votre raison d'être et la contribution unique que vous êtes venu apporter. L'anxiété survient parfois lorsque vous n'utilisez pas vos aptitudes naturelles ou lorsque vous vous forcez à jouer des rôles qui ne correspondent pas à votre véritable nature. Découvrir et exprimer ces dons ne se contente pas de réduire l'anxiété. Cela crée un sentiment de sens et d'épanouissement qui favorise naturellement le bien-être mental et émotionnel. Découvrir ces véritables dons demande de prêter attention à ce qui nous dynamise et à ce qui nous épuise, à ce qui nous vient naturellement et à ce qui nous paraît forcé, à ce qui nous intrigue naturellement et à ce que nous pensons devoir intéresser. Vos dons peuvent être très différents de ce que votre famille ou la société valorise, mais les honorer est essentiel à votre bien-être psychologique. Le courage de décevoir est essentiel pour vivre en accord avec soi-même, car il est impossible de plaire à tout le monde tout en restant fidèle à soi-même. Cela ne signifie pas être égoïste ou insensible, mais plutôt accepter que parfois, vos choix authentiques entrent en conflit avec les attentes des autres. Apprendre à décevoir avec bienveillance tout en respectant sa propre vérité est une compétence de vie cruciale. Ce courage se développe progressivement à mesure que vous pratiquez de petits choix authentiques et que vous découvrez que vous pouvez surmonter la déception ou la désapprobation d'autrui. Vous apprenez que les réactions des autres à votre authenticité les concernent davantage qu'elles ne vous concernent, et que tenter de gérer vos émotions en réprimant votre authenticité ne sert personne à long terme. La communication authentique consiste à exprimer ses pensées, ses sentiments et ses besoins avec honnêteté, tout en restant respectueux et attentionné. Nombre de personnes anxieuses évitent la communication authentique par crainte du conflit ou du rejet. Or,
La communication indirecte ou malhonnête engendre plus de problèmes qu'elle n'en résout. S'exprimer avec authenticité permet de réduire l'anxiété liée à l'autocensure et à la surveillance constante. Apprendre la communication authentique implique souvent d'être à l'aise avec les conflits constructifs. Beaucoup évitent l'authenticité car ils pensent qu'elle est source de conflits. Pourtant, la communication authentique prévient souvent le ressentiment et les malentendus qui peuvent engendrer des conflits plus profonds par la suite. Exprimer clairement et avec bienveillance ses besoins et ses limites crée les conditions d'une compréhension et d'un respect véritable. Le lien entre authenticité et limite est crucial, car les limites protègent notre authenticité des pressions extérieures. En définissant clairement ce que l'on accepte et ce que l'on refuse, ce que l'on peut et ne peut pas donner, et ce qui est en accord ou non avec nos valeurs, on permet à notre véritable nature de s'épanouir. Les limites ne sont pas des murs érigés pour exclure les autres, mais plutôt des repères clairs qui vous aident à interagir avec autrui en restant fidèle à vous-même, sans chercher à plaire à tout prix ni vous laisser guider par la peur. Avec des limites saines, vous pouvez être plus généreux et aimant, car vous n'êtes plus constamment préoccupé par la peur d'être exploité ou de vous perdre sous le poids des exigences d'autrui. L'acceptation de soi est le fondement d'une vie authentique, car on ne peut exprimer ce que l'on refuse de soi-même. Cela ne signifie pas se complaire dans la complaisance ou refuser d'évoluer, mais plutôt accepter son point de départ et ses imperfections humaines tout en œuvrant à un changement positif. Paradoxalement, s'accepter tel que l'on est facilite la réalisation de ses aspirations. L'acceptation de soi implique d'embrasser toutes les facettes de sa personnalité, y compris celles que l'on a appris à considérer comme inacceptables ou honteuses. Ce travail sur soi est essentiel, car l'énergie dépensée à cacher certaines parties de soi est une énergie qui pourrait être utilisée pour la créativité, le lien social et l'épanouissement. En intégrant ces parts d'ombre avec compassion, on devient plus entier et naturellement plus authentique. Une vie authentique implique souvent ce que l'on pourrait appeler un mécontentement salutaire. Une saine insatisfaction face à tout ce qui, dans votre vie, ne correspond pas à votre véritable nature. Il ne s'agit pas de l'insatisfaction anxieuse qui naît de la comparaison aux autres, mais plutôt de la sage reconnaissance que certaines situations, relations ou choix ne favorisent pas votre expression authentique ni votre épanouissement. Cette insatisfaction salutaire agit comme une boussole intérieure, vous guidant sans cesse vers un meilleur alignement avec votre être profond. Elle peut se manifester par une agitation dans un emploi qui n'exploite pas vos talents, un désir de lien plus profond dans des relations superficielles ou un sentiment de vide lorsque vous vivez selon les attentes d'autrui plutôt que selon vos propres valeurs. Se reconnecter à soi-même implique de se libérer des rôles et des faux-semblants souvent entretenus par l'anxiété et de laisser émerger votre être naturel. Cela peut signifier parler plus doucement si c'est votre voix naturelle, prendre plus de temps pour réfléchir si c'est votre rythme naturel ou exprimer plus d'enthousiasme si c'est votre énergie authentique. Il s'agit de vous autoriser à être qui vous êtes vraiment, plutôt que qui vous pensez devoir être. Ce processus de retour à soi implique souvent de faire le deuil des parts de soi-même que l'on a abandonnées ou refoulées pour s'intégrer ou survivre. On peut ressentir de la tristesse face au temps perdu à vivre dans le mensonge, de la colère face aux pressions qui nous ont forcés à cacher notre véritable nature, ou de la peur à l'idée d'embrasser pleinement qui l'on est. Ces émotions sont des étapes naturelles et nécessaires du chemin vers l'authenticité. Prendre soin de soi de manière authentique va au-delà des pratiques superficielles, il s'agit de faire des choix qui contribuent réellement à notre bien-être, et non pas simplement de donner l'illusion de prendre soin de soi. Cela peut signifier dire non aux obligations sociales qui nous épuisent, même si d'autres les jugent bénéfiques. Ou encore, se consacrer à des projets créatifs qui nous épanouissent, même s'ils semblent incompréhensibles aux yeux des autres. Prendre soin de soi, c'est honorer ses besoins authentiques, qui peuvent être très différents de ce que représente le bien-être pour autrui. Notre véritable nature peut avoir besoin de plus de solitude, de plus d'aventure, de plus d'expression créative, de plus d'activité physique ou de plus de stimulation intellectuelle que la moyenne. Honorer ses besoins uniques est essentiel pour préserver notre énergie authentique et prévenir l'épuisement qui engendre l'anxiété. La pratique de la prise de décision authentique consiste à se connecter à sa sagesse intérieure plutôt que de se contenter d'analyser les options intellectuellement.
Votre moi authentique, c'est généralement ce qui est bon pour vous à un niveau plus profond que l'analyse rationnelle. Cela ne signifie pas ignorer les considérations pratiques, mais plutôt intégrer votre sagesse intuitive à la pensée logique dans votre processus de décision. Apprendre à faire confiance à son intuition implique de distinguer la voix de votre moi authentique de celle du conditionnement, de la peur ou de la pression sociale. Votre voix authentique est généralement calme, claire et en accord avec vos valeurs, même lorsqu'elle suggère quelque chose de difficile. Les voix du conditionnement et de la peur sont souvent urgentes, anxieuses ou fondées sur des injonctions. Vivre en accord avec soi-même crée un état naturel d'harmonie intérieure où vos pensées, vos sentiments et vos actions convergent. Cet alignement élimine les frictions et les contradictions internes qui alimentent souvent l'anxiété. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vous ressentez une fluidité et une aisance qui favorisent un calme et une confiance naturelle. Cet alignement crée ce que l'on pourrait appeler une force authentique. Non pas une force sur les autres, mais une force intérieure. Lorsque vous êtes en harmonie avec votre véritable nature, vous rayonnez naturellement d'une présence et d'une confiance que les autres peuvent ressentir. Il ne s'agit pas de la confiance fragile d'un faux moi cherchant à se justifier, mais de la confiance sereine de quelqu'un qui se connaît et s'accepte tel qu'il est. La résistance à l'authenticité s'intensifie souvent avant de s'apaiser, car votre faux moi perçoit sa survie menacée. Vous pouvez ressentir une anxiété accrue, des critiques de la part de ceux qui étaient attachés à votre ancienne personnalité, ou des voix intérieures vous disant que l'authenticité est égoïste ou dangereuse. Ce sont des signes que vous progressez réellement, et non des raisons de vous replier sur vous-même. Apprivoiser cette résistance exige de la compassion pour les parts de vous-même qui craignent le changement. Même un changement positif, votre faux moi l'a développé pour vous protéger. Et il est naturel qu'il résiste à être démantelé. Remercier ces parts protectrices tout en persévérant avec douceur dans votre cheminement vers l'authenticité permet d'intégrer la résistance plutôt que de la combattre. Le chemin vers une vie authentique consiste en fin de compte à se souvenir et à se réapproprier qui l'on était avant d'apprendre à être quelqu'un d'autre pour survivre ou s'intégrer. Ce moi originel est toujours en nous, peut-être enfoui sous des couches de conditionnement et de protection, mais intact et prêt à s'exprimer. Lorsque l'on s'autorise à être authentique, l'anxiété se dissipe souvent naturellement car on ne lutte plus contre sa propre nature. Ce processus de remémoration implique souvent de renouer avec des intérêts, des rêves ou des façons d'être de l'enfance, délaissés ou oubliés. Que aimez-vous avant d'apprendre ce que vous étiez censé aimer? Comment vous exprimez-vous naturellement avant de savoir quelles expressions étaient acceptables? Ces premiers élans authentiques recèlent des indices sur votre véritable nature. La réalisation ultime d'une vie authentique est que votre véritable moi n'est pas quelque chose que vous devez créer ou devenir. C'est quelque chose que vous êtes déjà et que vous devez cesser de cacher. La paix que vous recherchez en gérant votre anxiété est en réalité votre état naturel, lorsque vous ne dépensez pas d'énergie pour maintenir une fausse identité. Votre moi authentique est intrinsèquement calme, sage et résilient, car il est en harmonie avec votre véritable nature, au lieu de la combattre. Lorsque vous embrassez pleinement une vie authentique, vous découvrez que l'anxiété n'est jamais vraiment liée à des menaces ou des circonstances extérieures. Elle était liée au conflit intérieur entre qui vous êtes vraiment et qui vous essayez d'être. Lorsque ce conflit se résout par une expression authentique de soi, une paix naturelle émerge, qui ne dépend pas du contrôle des conditions extérieures ni de la gestion des symptômes. C'est la liberté ultime d'être soi-même si pleinement que l'anxiété n'a plus d'emprise, de vivre avec une telle authenticité que la paix devienne votre état naturel, et d'exprimer pleinement votre véritable nature au point de devenir une source de calme et d'inspiration pour ceux qui sont encore prisonniers de leurs faux semblants. Votre authenticité n'est pas seulement un remède à votre anxiété, c'est un cadeau que vous offrez à la communauté.